notre Sauveur, régnant Seigneur. Nous allons nous prosterner pour la prière. Nous te remercions infiniment, Céleste Père, déjà pour tous ces bons moments que nous avons passés ce matin à l'écoute, à l'étude de ta parole, Seigneur. Merci pour tous ces riches enseignements que nous avons reçus. Puisse-t-il rester gravé en nous et nous aider dans notre cheminement chrétien. En cet après-midi, Seigneur, tu permets que nous ayons avec nous Sœur Montabor, qui est venue nous donner des conseils et à travers cet échange, Seigneur, que nous puissions être enrichis. Tu sais combien, mon Dieu, et nous le savons aussi, combien depuis le péché, les relations, la communication sont difficiles. Mais tu voudrais, Seigneur, que les choses puissent s'améliorer et qu'ainsi nous puissions avoir de bonnes relations déjà avec toi et avec notre prochain. Veuille ton Saint-Esprit reposer en chacun de nous, particulièrement sur ta servante que tu as choisie pour nous édifier, nous conduire. Veuille nous bénir abondamment, Seigneur. Je te demande ces grâces avec le pardon de nos péchés au nom de Jésus. Amen. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Vous allez comment cet après-midi? Ça va? Le repas n'a pas été trop lourd sur l'estomac, pas trop précipité pour pouvoir revenir ici. Je suis content de vous voir. Donc soyez les bienvenus et on va passer un très bon moment. Nous avons comme intervenante cet après-midi notre chère sœur Montabor, Catherine Montabor. Elle est professeure de Bible à Rama et le Seigneur l'a dotée aussi de bien des capacités, des talents. Elle est aussi psychologue. Et puis elle a aussi d'autres cordes, on va dire, à son arc. Et pour cela, elle va un peu nous parler, un peu échanger avec nous cet après-midi sur un thème, comment gérer nos relations, en fait tout ce qui est du domaine des relations humaines. Donc je ne vais pas parler plus longtemps, donc je vais lui laisser la place. Et puis elle aura un exposé. Et puis après, je pense que vous pourrez aussi lui poser des questions, qu'elle se fera un plaisir de pouvoir répondre. Merci d'être avec nous. Et puis, ensemble, passons un très bon moment. Je te cède tout de suite la place. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous, de partager ce moment. Et il me semble que je suis venue prêcher dans votre église il y a environ 3 ans. Si je ne dis pas de bêtises, à peu près 3 ans. Je m'excuse de mon retard. Il y a différentes choses qui ont fait que. Vous savez, aujourd'hui, je vais discuter avec vous en effet comment gérer mes relations avec les autres. Et comme le frère expliquait, je suis professeur en effet de Bible à Rama. J'ai été, parce que maintenant je ne suis plus, cette année j'ai arrêté, j'étais préceptrice adjointe au sein de l'internat de Rama. Dans tout ça, j'ai fait tout ça parce que j'ai d'abord commencé par étudier de la biologie, donc j'ai fait une licence, ensuite j'ai fait ma licence de théologie et après j'ai fait un master en psychologie. La seule chose que j'aimerais un petit peu atténuer, c'est que le diplôme de psychologie que j'ai, dans le système français, je ne peux pas pratiquer en cabinet avec. Donc en ce moment, je termine une formation, un master qui me permettra de pouvoir l'utiliser différemment. Plus l'utiliser. Mais comme c'est un diplôme, ce diplôme en tout cas, je l'ai obtenu en système anglophone, je peux difficilement prendre le titre de psychologue en système français. Mais oui, en effet, c'est ce que j'ai étudié. J'ai fait de la psychologie en master. Et depuis, j'essaie de mettre toutes ces choses ensemble pour nous permettre de mieux comprendre. Parce que s'il y a une chose que j'ai réussi à comprendre, c'est que
surtout avec les jeunes, hein, quand on arrive à discuter de certaines choses, au bout d'un moment, j'ai les phrases « Madame, je pensais que j'étais seule comme ça. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. » Et la réalité, c'est que tous les êtres humains, quel que soit l'âge que l'on a, quand on arrive à mieux comprendre, cela n'excuse rien. Cela explique et cela nous oriente vers ce qu'il y a à faire afin de progresser, d'évoluer et de permettre à Dieu de nous changer. Donc c'est bien la différence que je fais. Nous ne sommes pas là pour tout excuser. Dieu n'excuse pas, il pardonne. Donc on reconnaît ce qu'on a fait de mal, on demande pardon et Dieu pardonne. Mais Dieu n'excuse pas, il pardonne. Donc nous sommes là pour mieux comprendre, mais pas pour excuser. Bon, c'est comme ça que je suis, puis tant pis pour le truc. Non. Comment Dieu peut nous aider à avancer et à aller de l'avant? Alors, comment gérer mes relations avec les autres? La première chose que j'ai trouvée intéressante, en fait, c'est que quand j'ai cherché la définition, on commence par dire que les relations, c'est l'action de rapporter en détail ce dont on a été le témoin ou dont on a eu connaissance. Donc, dans le dictionnaire français, relation, c'est rapporter, c'est un récit. Et ça m'a fait bizarre parce que j'ai cherché pour plusieurs dictionnaires et ce qui sort d'abord, c'est ça. C'est pas comment nous agissons les uns vers les autres, la communication et autres, mais c'est l'action de rapporter en détail ce dont on a été le témoin ou dont on a eu conséquence. On a aussi caractère ou état de deux ou plusieurs choses entre lesquelles il existe un rapport. Donc on fait la relation entre les choses. Lien d'appartenance, d'interaction, d'analogie, par exemple la relation de l'homme avec son environnement géographique. Et puis pour terminer, une relation, c'est une personne qu'on connaît, avec laquelle on a des rapports mondains, professionnels et autres. La relation, en effet, l'action de rapporter en détail ce dont on a été le témoin, la manière dont nous entrons en relation, nous sommes en relation avec les gens, dit énormément, non seulement de qui nous sommes, et parfois du trajet que nous avons déjà eu dans la vie. Et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas simplement dire bonjour, bonsoir, comment on parle aux gens, comment on s'adresse. Pour dire qu'il faut s'adresser avec respect. Ça ne s'arrête pas à là. Cela dit, en réalité, en tout cas, cela donne certaines informations, pas toutes, hein, mais certaines informations concernant qui nous sommes et certaines choses qui se sont produites dans notre vie. Alors, je vais séparer en 3 parties. La première partie, je vais voir avec vous des étapes de développement de la personnalité. Ensuite, une deuxième partie avec la manière dont on s'attache aux personnes. Et la dernière partie, quelques conseils. Erik Erikson, un psychologue américain, a développé une théorie, il a proposé du moins une théorie concernant le développement de la personnalité. Donc il estime qu'un être humain, quand il se développe, passe par 8 étapes. Et là, on parle de développement psychosocial. Donc on ne parle pas simplement de développement physique, comment notre organisme grandit, mais comment on entre en interaction avec les personnes qui nous entourent. Il parle de conflits sociaux et de conflits psychologiques, donc les choses qui se bousculent en même temps, et comment nous, l'être humain, on trouve un équilibre dans tout ça. Comme ce n'est pas un cours magistral, donc on ne va pas rentrer dans des détails. Nous allons nous arrêter à ce qui nous est nécessaire dans la partie relation. Pourquoi? Parce que chaque être humain, alors qu'il avance, en fonction de sa tranche d'âge, oui, un conflit, développe certains acquis que je n'ai pas mis volontairement là, mais aussi développe des relations avec des personnes ou des catégories particulières de personnes. Et c'est ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui. Donc, entre la naissance et 18 ans, on va voir qu'il y a 5 étapes de développement. Et ça, c'est assez intéressant à comprendre. Dans 18 années, grosso modo, puisque ce n'est pas 18 années, 0 minutes, 0 secondes, l'être humain passe par 5 étapes de développement. Et de 18 jusqu'à 70 et plus, il y a 3 étapes de développement. Donc, on passe quasiment 50-60 années de notre vie par 3 étapes de développement, alors que de 0 à 18 ans, donc seulement en 18 années, il y a 5 étapes. La première étape, 0-18 mois grosso modo, l'enfant va développer une relation particulièrement avec sa mère. De nos jours, comme certaines choses ont changé dans la société, qu'on permet aussi aux hommes d'avoir les congés parentaux et autres, c'est vrai que la relation avec le père commence aussi entre 0 et 18. Mais principalement, à la base, c'est la mère, parce que c'est elle qui allait. Donc c'est un petit peu logique. C'est pas simplement que c'est la mère qui s'occupe de l'enfant et personne d'autre, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais comme c'est elle qui allait, c'est elle qui quand même passe un peu plus de temps avec le bébé. Ce qui est un petit peu logique.
Après, il y a des événements dans la vie qui font que les choses sont différentes. Donc à ce moment, on ajuste par rapport à la réalité de ce que chacun vit. Mais en général, c'est la maman qui s'occupe au départ de l'enfant. Et là, l'enfant apprend la confiance, il apprend sa relation avec les autres, d'abord avec sa mère. Et ensuite, au fur et à mesure, il va englober d'autres personnes. Ensuite, ça sera le père, quand il est présent. Donc de 18 mois à 3 ans, l'enfant devient un peu plus autonome, il a commencé à marcher, il commence à faire certaines petites expériences dans la vie. Il faut prêter attention à ne pas, vous savez, les enfants, quand on pointe du doigt, quand on se moque un peu trop, enfin pas un peu trop, on n'est pas censé se moquer du tout, mais l'enfant finit par avoir un sentiment de honte et de doute. Et il aura l'impression que quel que soit ce qu'il essaie de faire, commencer à marcher et autres, il ne peut pas se débrouiller tout seul. Puisqu'il est en train de regarder comment faire entre commencer à agir, les réactions des autres, et puis être autonome. Donc ne plus avoir maman et papa pour marcher. Fur et à mesure, on essaie de devenir propre, mais en tout cas, cet âge-là, sauf problème de santé, l'enfant commence à marcher tout seul. Et commence à courir un petit peu partout dans la maison et faire un petit peu plein de choses et casser plein de choses dans la maison, ce qui est logique. Il développe donc, il fait rentrer dans sa bulle de relation son père. Ensuite, le reste de la famille. Cette famille-là, c'est souvent les frères et sœurs et les grands-parents. Au fur et à mesure que l'on grandit, il y aura aussi les cousins et cousines qui vont rentrer. Mais alors qu'il était plus exclusif dans sa relation d'intégrer son père et sa mère, pareil, ce qui est aussi logique, un enfant qui va à l'école, si son petit frère et sa petite sœur a 2-3 ans, c'est pas lui qui va donner. Bon, il peut s'amuser à aider maman et papa, mais c'est pas lui qui va donner à manger à l'enfant de manière régulière, impérative et cadrer et ordonner les choses. Et entre 3 et 6 ans, quand l'enfant va à l'école, c'est pas là qu'il pourra s'occuper de son petit frère, de sa petite sœur. Donc, entre 3 et 6 ans, quand cet enfant, lui, commence à grandir, il commence à être en capacité de jouer vraiment avec les autres. Vraiment jouer, échanger avec les enfants de 3 ans, les enfants de 4 ans et autres. Donc, automatiquement, les autres membres de sa famille commencent à intégrer sa bulle relationnelle. Et puis, entre 6 et 11 ans, il souffre encore un peu plus. Il y a les voisins et puis les camarades de classe. Alors, quand ils sont tout petits, oui, tu as toujours les amis à droite, les amis à gauche, mais comme ils sont beaucoup plus indépendants à cet âge-là, entre 6 et 11 ans, à partir d'un certain âge, on commence à faire les goûters d'anniversaire, on commence à laisser l'enfant avoir plus d'interaction parce que lui aussi, il est émotionnellement plus autonome et plus apte à avoir des interactions. Il est aussi plus apte à pouvoir dire j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal. À 1 an, il pleure. On ne sait pas s'il a faim, s'il a soif ou s'il a mal. Le parent, lui, peut plus facilement dire, mais de l'extérieur, dire qu'un enfant à 1 an qui est en train de pleurer, je suis certaine qu'il a soif alors que je viens de lui donner à boire, je vais partir dans plein d'hypothèses. Alors que là, il peut directement dire, j'ai encore faim, j'ai encore soif. Là, il peut formuler les choses, donc automatiquement, il peut en effet plus se débrouiller. Et là, il va rentrer en contact avec ses voisins et les enfants de l'école dans un autre genre de relation qu'il va apprendre à construire et à solidifier au fur et à mesure. Et puis ensuite, entre 12 et 18 ans, l'adolescence. Cette période-là, c'est une période très particulière, mais en tout cas, pendant cette période, le jeune, déjà, volontairement ou involontairement, il va toujours se fixer un modèle. Il y a toujours quelqu'un qui va passer par là, qui va l'impacter, et il va se dire « Ah ouais, j'aimerais bien être comme cette personne. » C'est logique qu'il ait cette idée-là. J'ai bien mis l'idée, c'est logique. Et puis, le jeune va se rapprocher de ses pairs. Les pairs, normalement, ce sont des personnes qui nous ressemblent, qui sont comme nous, qui ont des points communs, en tout cas suffisamment de points communs pour pouvoir dire ok, voici ma bande d'amis. Même si c'est une bande de 2-3 personnes, il n'y en a pas 400, mais voici ma bande d'amis. Et en effet, le jeune commence à aussi se poser des questions et forger au fur et à mesure des années une certaine identité qu'il va plus ou moins assumer devant cette bande d'amis. Et c'est là où ça va faire la différence. C'est parce que quand nous sommes en famille, d'accord, j'ai grandi, j'ai le droit d'avoir un téléphone portable, j'ai le droit d'aller me coucher à telle heure, j'ai le droit de sortir avec mes amis, c'est une chose. Mais ça, c'est la famille.
Maintenant, l'aspect extérieur, l'école et les amis, c'est aussi un aspect dans lequel, avec les années, va rentrer la partie académique quand on sera à l'école, l'université, formation et autres, mais aussi l'aspect social, l'aspect professionnel. Et là, devant, en manière de parler, tout le reste du monde, chacun d'entre nous doit avoir une identité, une personnalité. La maison, c'est une chose, mais le reste du monde aussi. Parce que ceux qui nous ont vu grandir depuis qu'on est petit, ils ont quand même compris certaines choses concernant notre mode de fonctionnement. Quelle que soit la manière dont ils en tiennent compte ou pas, mais ils ne sont pas aveugles. Mais maintenant, là, les gens de l'extérieur, que je viens de rencontrer quand j'arrive en seconde dans un nouveau lycée, ou si j'ai changé d'école en cours d'année ou en cours de cycle, donc au collège par exemple en quatrième ou en première ou en terminale, les élèves que j'ai connus en seconde ne sont pas les mêmes. Mais les professeurs non plus. Ces nouvelles personnes doivent apprendre à me connaître. Qu'est-ce que je vais dégager et montrer comme personnalité? Et c'est là que ça se forge plus. Et c'est là où le jeune, en entrant en relation justement avec les autres, va se déterminer. Maintenant, concernant cette période, il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Les jeunes sont censés se rapprocher des personnes qui leur ressemblent. Il faut arriver à comprendre que les jeunes qui se sentent inexistants pour les proches qui les entourent, qui se sentent inexistants pour leur famille, pour ceux qui sont censés être leurs amis, vont se rapprocher de personnes qui ne les apprécient pas forcément, de personnes qui ne vont pas forcément correspondre à leurs valeurs non plus, mais simplement parce que ces personnes leur montrent qu'elles existent. Et c'est là où, en tant qu'adulte, il va falloir que l'on comprenne qu'on doit intervenir, mais on ne peut pas intervenir n'importe comment. Et si on se rappelle, nous, de comment nous avons vécu quand nous avions cet âge-là, ce qui se passait, les expériences que nous avons eues, comment on voyait ou comprenait les choses, on va aussi se rendre compte qu'ils ne sont pas, les jeunes que l'on voit aujourd'hui sous nos yeux, ne sont pas si différents de nous quand on avait cet âge-là. Sauf que oui, on pouvait agir différemment, mais dans l'essence même, ils n'étaient pas si différents que nous, de nous. Donc maintenant, ça va être à nous de comprendre pour pouvoir élaborer une stratégie afin de leur parler, de discuter avec eux, en comprenant ce qui est en train de se passer dans ce que nous, on voit comme aspect extérieur. Ensuite, 18-34 ans, la personne continue à avancer, se développer. Maintenant, il faut voir que l'identité, la personnalité qu'elle veut devenir, qu'elle veut être, si cette personnalité est à l'opposé, je vais le dire différemment, plus simplement. J'ai 15 ans, 16 ans, 17 ans. On me demande, tu veux faire quoi comme métier? Donc, arrivant en troisième, est-ce que tu veux en filière générale et technologique ou en filière professionnelle? Arrivant en seconde, quand on est en générale et technologique, finalement, tu veux faire quoi pour ta première? Générale ou technologique? En d'autres termes, quel métier tu as prévu de faire? Donc, quelle personne tu veux être dans le futur? Quel est le rôle que tu veux avoir dans la société? Parce qu'en fonction de ton métier, tu as aussi un rôle dans la société. Après, dans le reste des choses, qui tu veux être? Quel genre de personne? Veux-tu avoir des enfants ou pas? Être mari, une épouse ou pas? Enfin, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, en d'autres termes? Donc là, entre 12 et 18 ans, on commence à se mettre certaines idées et certains objectifs. Voilà à qui je veux ressembler en tant qu'adulte. Et puis on arrive en tant qu'adulte, entre 18 et 34. Si ce que je souhaite devenir est à l'opposé de qui je suis maintenant, je vais courir vers un rêve qui va devenir un cauchemar parce qu'il ne va jamais se réaliser. Si je veux devenir mannequin pour les personnes à partir de 1m80 et plus, mais je suis loin de faire 1m80. Donc je vais courir vers un rêve d'être mannequin pour 1m80. Mais je ne fais même pas 1m80. Donc je suis incapable de devenir mannequin pour 1m80. Je ne fais pas 1m80. Mais ça sera ça. Si la personne, quelle qu'elle soit, entre 12 et 18, s'imagine, se projette dans une personnalité qu'elle n'a aucune chance de réaliser, elle va courir derrière un rêve qui deviendra un cauchemar. Parce que la personne ira de déception en déception. Et ça va durer toute la vie de la personne. Jusqu'au jour où elle arrivera à se rendre compte que c'est pas moi. Je dois trouver une identité qui me correspond vraiment à moi, qui je suis là aujourd'hui. Et ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Maintenant, si la personne court vers justement cette identité qui ne lui appartient pas, elle va finir par s'isoler. Alors, parfois, il y a un isolement physique, avec de moins en moins de personnes, d'amis,
dans son cercle professionnel et autres. Parfois, la personne aura un paquet d'amis ou de connaissances. Au bout d'un moment, je ne sais plus trop quoi dire, surtout avec les amis, là, les followers qu'il y a sur tous les nouveaux réseaux Internet. Donc, on a 400 amis, avec un peu de chance, on en connaît 10, avec qui on interagit vraiment. A-t-on 400 ou 10 amis? C'est une question. Maintenant, la réalité, et c'est là où il faut comprendre que ce n'est pas une condamnation, une critique négative, c'est que je l'ai bien expliqué, le jeune a besoin de trouver sa place comme tout être humain. S'il a l'impression que les personnes qui l'entourent, pour eux, il est du vent, il est inexistant, eh bien, chercher à exister auprès de quelqu'un d'autre. Et cela nous est arrivé à tous dans notre vie au bout d'un moment. Tous. On y passe tous par là. Donc la personne peut finalement s'isoler, ne pas réussir justement à établir ses relations, à affiner ses amitiés, parce que quand on grandit, on finit par aussi, en changeant nos amis, ceux qui ont grandi avec nous changent. Cela ne veut pas dire qu'on est obligé de devenir ennemis, mais on va plus ou moins se rapprocher et avoir plus d'affinité envers certaines personnes que d'autres. Et puis, le choix de partenaire. Après ça, entre 35 et 65 ans, les personnes, elles, développent maintenant leur relation. Alors, quand on était petit, la relation était liée à la famille, papa, maman, les frères et sœurs, cousins, cousines, ainsi de suite. Mais quand on a fait le choix de partenaire et qu'on commence, on avance dans la vie, que nous-mêmes, nous avons des enfants, nous arrivons au fur et à mesure à privilégier et établir et privilégier des relations dans le ménage, donc notre foyer, mais aussi des collègues. Parce que comme on finit par passer plus de temps avec les collègues qu'avec les amis avec lesquels on était à l'école, au bout d'un moment, on va faire un choix, mais au-delà du choix, pour pouvoir travailler, on est obligé de développer des relations avec nos collègues. Certains pourront certainement devenir de très bons amis, mais n'empêche qu'en réalité, on doit développer des relations avec les collègues parce qu'on travaille là. Et puis pour terminer, entre 65 et plus, là l'être humain arrive à une autre étape de sa vie où il a plus de recul, il regarde ce qu'il a fait du reste de sa vie. Donc régulièrement dans la vie, on se demande mais qu'est-ce que j'ai fait? On regarde un peu derrière soi. Là, on a tout le temps de regarder derrière soi. L'âge de la retraite recule, mais quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, eh bien, on a tout le temps dont on a besoin pour regarder derrière soi et voir ce que l'on a fait de notre vie, comment nous avons grandi, progressé, et on arrive justement à avoir une autre sagesse et à aborder les relations avec les autres encore différemment. Et donc, on a une relation envers soi-même et envers le reste de l'humanité, des personnes qui nous entourent de manière proche ou pas, qui est très différente. Toutes ces relations qui ont été développées au fur et à mesure que l'on grandit, il faut bien comprendre que ce sont des étapes par lesquelles nous passons tous. Certains d'entre nous vont passer plus ou moins de temps dans une étape, puisque bon, c'est une théorie qui a été proposée, mais rien n'est absolument figé. Il faut bien comprendre ça. Aucune théorie ne parle de choses figées. On n'est pas en mathématiques, donc c'est pas ça du tout. Mais voici les grandes lignes. Ce qui signifie que si je me retrouve, si je suis quelqu'un entre 35 et 65 ans, ce qui sera important à mes yeux, ça ne pourra pas être la même chose que quelqu'un qui a 20 ans. Quelqu'un à 20 ans va certainement se focaliser, 25 ans même, peut-être jusqu'à 30, se focaliser peut-être sur l'aspect des études. Focaliser sur l'aspect des études, avoir des amis, mais peut-être pas forcément prêt à avoir une famille. Et il faut comprendre que c'est un petit peu l'âge aussi pour ça. Si c'est pour avoir des enfants, et puis quand les enfants ont 6-7 ans, écoutez, vous restez là soit avec maman ou avec papa, et je pars 6 ans parce qu'il faut que je retourne faire ma licence, mon master et je ne sais pas quoi, on abandonne des enfants qui ont besoin de leurs parents. Donc c'est logique qu'à un certain âge, on se focalise sur certains points. C'est tout à fait normal. Il faut comprendre cela pour que nous, quand on s'adresse aux personnes d'une tranche d'âge différente, les priorités ne sont pas les mêmes, c'est normal. Donc on ne peut pas s'attendre à discuter avec quelqu'un d'une autre tranche d'âge qui va pouvoir comprendre exactement ce que l'on vit et qui va pouvoir interagir avec nous par rapport aux priorités. Nous n'avons pas du tout les mêmes priorités. Donc quand on rentre en relation avec quelqu'un, si on n'en tient pas un petit peu compte, pas forcément d'avoir tous les détails en tête, mais arriver à comprendre que la personne vit autre chose dans sa vie et qu'elle n'est pas au même niveau que moi dans sa vie, parce que c'est ce qu'il faut retenir, mes amis, oui, il y aura des clashs dans les relations, parce qu'on va parler un dialogue de sourds. Celui-là va parler avec ses priorités là en tête, celui-là va parler avec ses priorités là en tête.
Et chacun va parler avec ses priorités, sans se dire, ce sont mes priorités, je ne peux pas m'adresser à cette personne ou lui donner des conseils par rapport à mes priorités. Ce ne sont pas les siennes. Ça sera un dialogue de sourds. Maintenant, la deuxième partie. Alors, il y a un homme, Bobby, qui a décrit 4 styles d'attachement. En réalité, il en a décrit 3, les 3 premiers. Le 4e qui est en italique, c'est quelqu'un qui l'a ajouté par la suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand un enfant grandit, donc ça concerne aussi ce qui s'est passé au départ avec les parents, l'enfant grandit et il développe sa relation avec les autres, au départ avec sa relation envers sa mère et ses parents. Si l'enfant arrive à avoir une relation, au tout début, quand on avait vu au niveau des étapes d'Erickson, je n'avais pas insisté mais c'était volontaire, l'enfant est entre la confiance et la méfiance. Il ne sait pas parler. Donc, il va falloir qu'il crie, qu'il pleure et que le parent arrive à se dire, ok, là il a soif, là il est mouillé, là il a envie d'être changé, là il veut un bisou, là il faut décrire les pleurs. Toutes les tonalités des pleurs, du visage, il y a un pli en plus, un pli en moins, ça veut dire que ça doit être ça, et répondre de manière adéquate. C'est presque comique quand je le dis, mais quand on fait face au bébé et qu'on c'est pas notre bébé, c'est une autre histoire. Mais la réalité, c'est que l'enfant, quand il va se rendre compte que le parent ajuste et répond comme il en a besoin, il va se dire que dans la vie, même s'il ne comprend pas le reste de la vie, mais en tout cas, dans ce qu'il vit, il y a des moments où ça ne va pas, et puis des moments où ça va. Et c'est là qu'il apprend que oui, il y a des moments où ça ne va pas et des moments où ça va, donc ça fait partie de la vie. La frustration et tout ça, ça en fait partie. Le fait que tout ne se passe pas comme on le désire, ça fait partie de la vie. Aussi inconsciemment soit-il, c'est là qu'il commence à l'apprendre. Et il commence à développer de la confiance, se disant que même si ça ne va pas, un jour ça ira. Puisqu'il se rend compte que quand ça ne va pas, il pleure, il crie, les choses changent et il va mieux. Donc un jour ça ira mieux. C'est là où l'enfant, en fonction de comment le parent réagit, va développer un style d'attachement sécure ou insécure. C'est-à-dire sécure, il a confiance, il fait confiance, donc d'abord aux parents et ensuite aux autres personnes qui l'entourent quand il grandit et quand il devient un adulte, que dans les relations, il y a des hauts et des bas, mais que l'on peut sortir de conflits de manière positive. Il n'est pas en train d'ignorer que des situations difficiles existent. Il y a des gens qui préfèrent ne pas s'en rendre compte. Ce n'est pas ce qu'il dit. La personne qui développe un style d'attachement sécure sait que oui, dans des relations amicales, professionnelles, amoureuses et autres, oui, il y aura des hauts et il y aura des bas. Mais tous les bas ne vont pas rester perpétuellement bas. Après le bas, il y a le haut. Donc on va pouvoir s'en sortir et recommencer notre relation tranquille, et continuer du moins la relation tranquillement. Bien sûr, dans la vie, on se rend compte qu'il y a des relations qu'il faut arrêter, oui. Mais je parle au sens large et général. Il y a des personnes qui, à la base, sont défaitistes et se disent que quoi qu'il arrive, on ne s'en sortira pas. Quelqu'un qui a un style d'attachement sécure sait que oui, c'est normal qu'il y ait une crise, c'est normal qu'il y ait un conflit. Ah ben, mettons-nous là pour que ça avance. Quand l'enfant, on n'a pas pu répondre de manière cohérente à sa demande de besoin, c'est là qu'il va avoir développé un style d'attachement insécure. Il va malheureusement avoir du mal à développer cette confiance, se disant que les personnes qui m'entourent, je peux arriver à établir des relations avec ces personnes suffisamment équilibrées et stables, avec les hauts et les bas. Et le truc, c'est que l'enfant, lui, finit, comme il commence par s'exprimer avec les pleurs, donc ce sont les émotions qui sont en jeu. Il rit, ce sont les émotions qui sont en jeu. Donc, tout pour lui est lié aux émotions et c'est logique. Qu'est-ce qui va malheureusement s'imprimer dans son cerveau? C'est qu'on ne peut pas forcément faire confiance à ceux qui nous entourent. Et là, ils vont agir différemment. Certains d'entre eux seront évitants, ça veut dire que... alors, je préfère commencer par les anxieux. C'est plus simple. Certains d'entre eux seront anxieux et ils auront toujours peur dans une relation, même une relation amicale. Ça veut dire que les amis que vous avez autour de vous, s'il y a certaines relations un peu particulières, c'est lié à ça. Nous, notre manière à moi de réagir, c'est lié à ça. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. Et je ne suis pas là pour vous dire, voici comment un tel réagit. Donc à tous les coups, ça veut dire ça, j'en mets ma main à couper. Mais nous sommes en train de nous poser des questions nous concernant nous. Est-ce que, connaissant moi,
les choses par lesquelles moi je suis passée. Donc moi je ne sais pas par quoi vous êtes passé. Et même si je vous connaissais depuis petite, je ne sais toujours pas par quoi en réalité vous êtes passé. Je peux connaître certains éléments, mais je n'ai aucune idée de la réalité de la douleur que ça vous a occasionné. Je ne peux pas le savoir. Donc je ne peux pas le dénigrer. Voilà ce que je veux dire. Pardon, donc les personnes qui vont développer le style d'attachement insécure anxieux, c'est qu'ils seront toujours anxieux. Comment avec la personne, est-ce que la personne m'aime vraiment? Est-ce que la personne est vraiment attachée à moi? Est-ce que la personne est vraiment sincère? Et elle va, dans sa manière d'agir, demander énormément au niveau affectif. Et on va se rendre compte que ce sont des personnes qui, après, ça va être encore exacerbé dans l'aspect amoureux, dans la sphère amoureuse, c'est que il y aura toujours un paquet de demandes. Ça veut dire qu'à la limite, il faut que je sois tout le temps avec toi ou tout le temps en contact avec toi parce que je dois toujours être rassurée. Sinon, je vais avoir tout le temps peur. Sur le long terme, ça ne peut pas être simple une relation. Il y a des hauts et des bas qui font que oui, à certains moments, on se pose des questions et c'est normal. On ne peut pas passer 50, 60 années de mariage à se poser des questions. Mais moi-même, la personne qui a toujours peur, je finis avec toutes les maladies du monde. Donc je ne parle même pas de la personne en face, mais moi, étant donné que j'ai tout le temps peur, mais je finis avec toutes les maladies qu'il faut. Je suis perpétuellement stressée, toujours inquiète. Si j'ai des problèmes cardiaques et autres. Et regardez bien, je ne parle pas de la personne en face, je parle de moi qui suis anxieuse. Regardez bien comment je parle, c'est volontaire. Donc voilà, une personne anxieuse, elle sera toujours inquiète, plein de questions. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que la moindre chose, on ne va pas se dire, bon, peut-être que la personne a autre chose en tête. Non, ça sera, aïe, j'ai dû faire quelque chose, il ne m'aime plus, elle ne m'aime plus. Non, la personne a peut-être simplement un problème en tête, c'est tout. Mais on va partir dans de l'anxiété. La personne qui va développer le style d'attachement insécure et évitant, c'est qu'elle va éviter les émotions. Pour éviter les émotions, elle aura toujours du mal à s'attacher, y compris au niveau amical, y compris au niveau familial. Ça veut dire que si je grandis et que j'ai du mal à m'attacher à mes parents et à mes frères et sœurs, cousins, cousines et autres, j'aurai du mal à m'attacher dans le reste de ma vie, pour mes amis, professionnellement, et bien entendu dans la vie familiale qu'ils ne veulent pas vraiment construire parce qu'ils ont peur de s'engager, parce qu'ils ont toujours peur par rapport aux émotions. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Les personnes qui sont évitantes évitent tout signe d'engagement tant que possible. Et ils ont du mal vraiment à s'attacher émotionnellement. Ils font tout pour ne pas ressentir les émotions. Ça veut dire que même si quelque chose de bien leur arrive à eux, on aura du mal à les voir sauter de joie. Ils ont réussi un diplôme ou autre chose, ils auront du mal à sauter de joie parce qu'ils évitent toutes les émotions, quelles qu'elles soient. Émotions amicales, familiales et amoureuses, pareil. Ensuite, le style d'attachement désorganisé, c'est qu'on s'est rendu compte que, alors que les personnes qui grandissent développent un style d'attachement insécure, qu'il soit évitant ou anxieux, mais ils développent un style d'attachement quoi qu'il arrive. Ceux qui sont désorganisés, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de mal à trouver un schéma dans leur style d'attachement. Ils agissent de manière tellement, totalement désorganisée, que quand on prend un schéma d'attachement, on ne peut pas à 100% les mettre dans aucun des trois premiers schémas. Maintenant, ce qui est proposé, c'est que les personnes pour lesquelles on observe cette désorganisation, on essaie de les rattacher malgré tout à l'un des deux ou des deux derniers, donc styles d'attachement insécure qui correspond un peu plus. Mais ce sont des personnes, on va se retrouver avec des enfants qui, à la limite, ne vont pas forcément faire cas de l'adulte qui est à côté d'eux, ne vont pas forcément faire cas du parent. Ils auront bien envie que le parent les prenne dans les bras, mais il ne faudrait pas s'étonner s'ils marchent en arrière pour arriver vers le parent. Au lieu d'arriver en avant, ils vont le prendre en marche arrière. Ça sera totalement désorganisé. Mais il faut comprendre qu'ils sont perdus dans leur tête. Hein. Mais quand je dis perdus dans leur tête, ce n'est pas qu'ils sont malades mentaux du tout. Un enfant apprend en imitant. Si devant lui, son modèle de départ, c'est un modèle désorganisé, il sera désorganisé, ce n'est pas de sa faute. S'il a un modèle évitant, il y a de grandes chances qu'il soit évitant. C'est ce qu'il a vu. Si, dans sa manière de ressentir les choses, il sent qu'il ne peut pas gérer, on ne lui a pas appris à gérer les émotions, il va aussi devenir évitant.
Il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Et ça, c'est valable pour les enfants, les jeunes qui grandissent. Quand l'enfant est petit et qu'il a l'impression que son parent souffre encore plus que lui quand il est tombé, il s'est fait mal, quand il y a un souci, il aura l'impression que le parent est encore plus perdu émotionnellement que lui et il aura du mal à faire confiance aux parents émotionnellement, je parle. Et on se rend compte que quand les enfants grandissent, dans certaines situations, tu discutes avec l'enfant après certains événements de la vie, mais tu ne veux pas en parler à tes parents. Non, j'ai peur parce que je ne sais pas comment ils vont réagir. Et pas réagir s'ils vont me taper ou me punir, hein, mais comment ils vont, eux, supporter ce que j'ai à leur dire. Il y a de grosses nouvelles où on peut se poser ces questions-là. Mais si on doit se poser ces questions-là quasiment pour toute chose, c'est qu'il y a un souci. C'est que l'enfant a vraiment l'impression que même quand il s'est fait mal, il s'est blessé, qu'il a raté un examen, bon, il ne fait pas trop dessus, mais je vais rater la prochaine fois. Comment le parent va réagir si je lui dis que je n'ai pas réussi ça? Comment il va réagir si je lui dis que j'ai cassé avec mon copain ou ma copine et que j'ai mal? Comment il va réagir? Il a l'impression que le parent ne sera jamais assez fort émotionnellement pour recevoir sa douleur de lui en tant qu'enfant, en tant que jeune, et pouvoir l'aider à avancer. Ça fait qu'on a des personnes qui se referment encore plus sur elles-mêmes. Et là, c'est quelque chose de très, très important. Un jeune, un enfant doit grandir en comprenant que oui, un adulte est comme lui, il a des émotions, il y a des choses qui font mal, des choses qui apportent de la joie, mais que l'adulte peut recevoir ces émotions-là et l'aider à avancer. S'il voit l'adulte submergé, dites-vous bien que dès tout petit, ils arrivent à faire la différence. Avant de pouvoir dire maman et papa, émotionnellement, ils savent reconnaître si l'adulte peut ou pas encaisser les émotions. Ça veut dire que nous aussi, quand on était tout petit bébé, nous avons su reconnaître avant de pouvoir parler si nos parents pouvaient ou pas encaisser nos émotions. Donc, on se retrouve avec ces différents styles d'attachement. Ça donne quoi? Eh bien, quand on regarde par rapport à tout ce qui a été fait, les différentes étapes que j'ai montrées précédemment, on développe une manière d'entrer en relation. Donc d'abord avec notre mère, nos parents, le reste de notre famille, les voisins et les amis d'école. Ensuite, les pères, les modèles que nous avons, les amis partenaires que nous allons choisir, et ensuite les collègues et autres. Et puis le reste de l'humanité en manière de parler, nous développons nos relations avec ces personnes par rapport à ça. Les études ont montré qu'en général, quand dans un couple, pour les relations amoureuses que l'on va étendre, quand dans un couple, une des deux personnes a un style d'attachement sécure, il y a plus de chances que le couple arrive à avancer et à durer dans le temps que si les deux personnes ont un style d'attachement insécure. Parce qu'en fait, il n'y a aucun des deux qui est vraiment stable émotionnellement pour permettre d'avancer. Dans le style d'attachement sécure, la personne n'a pas à gérer justement son manque d'insécurité puisqu'elle fonctionne avec un mode sécurisé. Donc elle peut encore aider la personne jusqu'à un certain niveau parce que chacun a sa place. Hein. Si j'ai mal au pied, je n'irai pas voir un cardiologue. Donc quand ça devient trop fort, trop difficile pour moi à gérer, je ne peux pas me permettre d'attendre et de demander que la personne à côté le gère pour moi. Regardez dans quel sens que je l'ai pris, ça veut dire que dans l'autre sens, c'est tout à fait valable. Si moi je sais que les choses sont compliquées pour moi, je ne peux pas exiger que l'être humain, simplement être humain comme moi-même, peut arriver à gérer toute mon insécurité. C'est pas possible. Donc, on s'est rendu compte qu'avec les personnes, en effet, suffisamment ouvertes pour travailler, reconnaître, travailler dessus et avancer, les couples restent. Ce qui signifie que quand on regarde, nous, êtres humains, Dieu, c'est celui qui aura toujours le style d'attachement sécurisé. Émotionnellement, Dieu est stable. Je dis ça comme ça parce que je n'ai pas rentré dans des catégories d'émotions de Dieu, mais je veux dire que Dieu est quelqu'un qui est stable. La Trinité est stable. Moi, j'ai un problème, pas eux. La Trinité, Dieu, est stable. Dans ma relation avec Dieu, si je veux attendre quelque chose de quelqu'un, je dois commencer par l'attendre de Dieu. Quand je vais rentrer en relation avec Dieu, je pourrais être certainement anxieux, évitant et autres. C'est logique. Je suis le résultat aussi des blessures de ma vie. Donc c'est normal. Et Dieu n'a aucun problème avec ça. Mais quand j'arrive à prendre conscience de certaines choses et à trouver en lui cette sécurité dont j'ai besoin,
je peux, avec le temps et le travail, en effet, calmer le style d'attachement dans lequel je me retrouve, atténuer, calmer mes émotions, sécuriser mes émotions. Je n'ai pas dit que je vais forcément du jour au lendemain sortir du mode anxieux au mode sécurisé, mais petit à petit, je vais faire un cheminement qui va me permettre de me sentir mieux avec moi-même. Obligatoirement, si je me sens mieux avec moi-même, je vais me sentir mieux avec les autres. Dans ma famille, je ne serai pas en train d'éviter toutes les émotions et tout ce qu'il y a avec les membres de ma famille. Je ne serai pas tout le temps en train de me demander sur mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Surtout dans l'adolescence, il faut comprendre qu'on va dévier des parents vers les amis ou vers le petit ami et la petite amie. Et des fois beaucoup trop tôt. Et beaucoup trop tôt. Cela reste, pour moi, plus un appel que quelque chose à condamner et à critiquer. Parce que normalement, la personne est censée trouver ce dont elle a besoin pour démarrer sa vie dans sa famille. S'il n'y a pas, cela se comprend, c'est pas une culpabilité, c'est parce que l'ennemi ne peut pas nous laisser en paix et tranquille. Donc oui, les familles vont passer par toutes sortes de problèmes. Oui, on va se retrouver avec des familles monoparentales et autres. Mais sinon, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir être sacrifié pour nous. Maintenant, face à tous ces incidences-là et toutes les conséquences, oui, je suis quelqu'un qui a évolué et qui évolue avec un de ces styles d'attachement-là. Ce n'est jamais définitif, hein, mais si je n'en prends pas conscience, ça va être compliqué pour moi d'avancer dans mes relations. Maintenant, comprenons ça dans la base des relations. C'est-à-dire que j'entre en relation avec quelqu'un qui est souvent à une autre étape de sa vie que moi. Donc, nous n'avons pas les mêmes priorités et ce n'est pas possible à garder à l'esprit. Je rentre en relation avec quelqu'un qui a appris à rentrer en relation avec les gens d'une manière différente que moi. Si je suis évitante, la personne est sécure ou anxieuse, c'est encore pas pareil. Et même deux évitants ensemble, c'est pas forcément la meilleure des choses non plus. Ni deux anxieux ensemble. Tout le monde est anxieux dans la maison, c'est une vraie catastrophe. Mais la réalité, c'est que notre vécu a fait que nous sommes qui nous sommes. Et on n'a pas à rejeter qui nous sommes. Ça va nous servir à rien. On doit identifier qui nous sommes pour pouvoir savoir d'où on part pour avancer dans le progrès de notre vie. Donc, ayant ces éléments-là en tête, et j'avoue que je n'irai pas du tout plus loin avec les styles d'attachement, parce qu'au bout d'un moment, ça devient très personnel. Et là, je préfère directement discuter avec la personne plutôt que de partir dans beaucoup d'hypothèses et d'exemples et de cas en public. Je ne pense pas que ce soit positif, ni productif, ni constructif pour qui que ce soit. Mais en gardant à l'esprit ces éléments-là, on arrive à comprendre que je vais rentrer dans une relation où, si moi j'ai conscience qu'il y a eu des moments difficiles, des moments faciles, que j'ai des points faibles et des points forts, la personne en face aussi les aura. Donc je vais arriver avec un état d'esprit moins fermé, je serai moins prompt à juger et à critiquer, à mettre en évidence des points négatifs, parce que je sais que moi aussi, j'ai ces parties-là qui sont en moi par rapport à ma vie. Je répète, ce ne sont pas des excuses ni des justifications. C'est ce qui va nous permettre de comprendre que comme les êtres humains sont différents, qui moi je suis, et parce que je suis quelqu'un de particulier, eh bien, la personne en face c'est aussi quelqu'un de particulier. Avec tout ça, il y a des éléments assez simples, valables pour tous. Quelle que soit la relation que l'on a, si on n'écoute pas la personne, je vais prendre dans l'autre sens. Si je ne me sens pas écoutée, est-ce que vous pensez que je vais continuer à parler? Non, moi j'arrête de parler. Je ne me sens pas écoutée, je ne vois pas pourquoi. Je vais passer mon temps à venir voir la même personne pour partager des choses avec elle qu'elle n'écoute pas. Donc je ne parle pas seulement de problèmes, de difficultés. Mais une chose positive m'est arrivée. Hé, je ne t'ai pas raconté, tu sais, j'ai réussi, j'ai fait ici. Pendant que tu parles à la personne, le cerveau de la personne est à l'ouest. Tu n'es pas en train de raconter un problème, tu partages un moment joyeux. Tu n'as pas envie d'écouter mon moment joyeux, il n'y a pas de souci. Je te laisse tranquille, puis je vais aller voir quelqu'un d'autre pour partager le moment joyeux. Parce que oui, nous avons tous besoin, au bout d'un moment, d'être écoutés. Faire des compliments. Il est très facile, quand je dis très facile, ce n'est pas une manière de juger, c'est dans le sens que c'est presque une réaction normale chez nous. Mais pourquoi tu fais ça comme ça? Oh là là, tu n'aurais pas dû faire ça comme ça. Mais bon, on arrive, ça sort spontanément, voilà. C'est spontané, ça sort chez nous spontanément. Mais faire des compliments, ce n'est pas aussi spontané. Nous avons besoin, en effet, de connaître
d'avoir cette personne face à nous qui nous dit, qui nous permet de voir les points faibles que nous avons. Mais pour avoir un équilibre, il faut aussi avoir les deux, les points faibles et les points positifs, les points négatifs et positifs. Et c'est à ça que servent les compliments. C'est pas simplement pour faire joli, vous dire ah j'ai fait un compliment, ah j'ai reçu des compliments. Trouver l'équilibre. Il y a ça qu'il faut arranger. En tout cas concernant ça, tu le fais bien. J'apprécie ta manière de faire ça, j'apprécie ton attitude. Puisque quand on n'apprécie pas, on arrive à le faire comprendre très bien. Des fois même sans le vouloir, sans le vouloir. Mais les amis, prenons aussi le temps de pouvoir mettre en évidence les aspects positifs, donc faire des compliments. Personne ne peut avoir toujours raison parce qu'il n'y a que Dieu seul qui a toujours raison. C'est pas compliqué. Le seul qui ne peut jamais avoir tort, c'est Dieu. Partant sur ce principe-là, de temps en temps, il faut s'asseoir et accepter que l'on n'a pas raison. Et ce qui va être important quand on va grandir avec les enfants et avec les jeunes, c'est que, vous savez, quand ils sont petits comme ça et qu'ils grandissent, ils ont une manie de sentir le truc tel qu'ils le voient. C'est comme ça. Mais pourquoi? Tu m'as dit de ne pas faire ça, pourtant l'autre jour, tu as fait ça. Je veux dire, ah ouais, tu as une bonne mémoire. Ça va être comme ça. Les jeunes et les enfants n'attendent pas des adultes à ce qu'ils aient toujours raison. Ils vont attendre d'un adulte qu'ils reconnaissent qu'il a des points forts et des points faibles. Ça va permettre à l'enfant de comprendre que sur cette terre, nous avons tous des points forts et des points faibles. Et que l'un des meilleurs moyens d'avancer, c'est d'arriver à dire au bout d'un moment, ouais, non, là, je n'avais pas raison, j'avais tort. Je n'ai pas dit de dire tous les 4 matins qu'on avait tort, hein. Mais je suis en train d'expliquer qu'à certains moments, oui, il faut pouvoir reconnaître que là, par contre, j'ai commis une erreur. Et pareil, hein, pour que Dieu nous pardonne, c'est qu'on a confessé notre péché. Donc, on a reconnu que l'on avait tort. Dieu n'excuse pas, il pardonne. Et pour pardonner, il faut d'abord que je reconnaisse que j'ai péché. Et puis après, il peut me pardonner. Et si je ne reconnais pas, je ne vais jamais demander pardon, il ne pourra pas me pardonner. C'est juste la suite logique. C'est le même principe. Donc, on ne peut pas toujours avoir raison, on a parfois tort, et vous savez, surtout quand les personnes, comment dire, il faut pouvoir, que ce soit des jeunes ou des adultes, au bout d'un moment, laisser les personnes faire leur expérience, y aller avec eux. C'est-à-dire, on sent que le chemin qui est emprunté n'est pas forcément le bon. Il y a des fois, j'ai des discussions avec des jeunes, je me dis, ouh là, ça sent la catastrophe. La personne dans sa tête n'est pas prête à comprendre que ça sera la catastrophe. Eh bien, je ne vais pas lui expliquer qu'elle court vers la catastrophe. Je vais simplement mettre en évidence des inquiétudes qu'elle-même elle a prononcées. Et quand tu m'expliquais telle chose, tu m'as dit que tu crains tel aspect, que tu te poses des questions sur tel aspect. Pourquoi? Par rapport à quoi? Mais je ne vais pas rentrer dans le détail pour dire non, tu as raison parce que ça va finir comme ça, et ça va finir comme ça, et ça va finir comme ça. Cela n'est pas toujours productif à l'évolution de quelqu'un. À certains moments, oui, c'est important de pouvoir permettre à la personne de voir loin, de comprendre que tout ce que je fais a une conséquence, donc il faut que je pense aux conséquences aussi. Mais dans certaines situations, il faut permettre à la personne de faire ses propres expériences. Et si je me regarde moi, je vais aussi me rendre compte qu'à certains moments, on me disait certaines choses, je faisais en fonction, qu'à d'autres moments, je me disais, même pas un rêve, tu parles là, mais je ne vais pas le faire. Et je ne le faisais pas. J'ai assumé les conséquences qu'elle a avec. On est tous comme ça, parce qu'on a aussi, c'est la vie, parfois besoin de passer par ces expériences-là pour se rendre compte que ce n'était pas forcément la meilleure manière de gérer, ce n'était pas forcément le meilleur moyen d'envisager les choses, mais c'était mon choix. Et pour pouvoir se relever et comprendre que dans la vie, parfois on tombe et on se relève, à certains moments, les personnes ont besoin, nous avons besoin de tomber. Après, essayons de ne pas tomber, donc ça nous fera trop de déraflures, trop de blessures, de casser les bras. Vous savez, une blessure sur la cuisse, sur le genou, c'est une chose, mais si on sort de la jambe cassée, c'est plus compliqué. Mais la réalité de la vie, c'est que c'est ça. Il faut permettre aux personnes en face de nous d'avoir cette latitude de faire le choix, d'aller ou de ne pas aller. Parce qu'au bout d'un moment, elles ont besoin, nous avons besoin de ça pour forger notre caractère. Et si on regarde bien, ça nous est tous arrivé aussi. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, cela nous est tous arrivé.
c'est parce que la vie, elle est comme ça. Ne pas feindre l'intérêt, c'est pas la peine de faire semblant d'être intéressé à quelque chose. Je vais parler à quelqu'un, je vais me rendre compte que la personne fait semblant de s'intéresser à ce que je dis. La personne aussi va voir si moi je ne m'intéresse pas à ce qu'elle dit. Ça va dans les deux sens. Hein. Il n'y a pas que nous qui sommes observateurs. Il n'y a pas que nous qui voyons, tel ne t'écoute pas, ou tel. Les autres aussi le voient. Comme j'aime bien répéter à mes élèves, après avoir fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avec moi, vous savez qui je suis, vous savez comment je fonctionne. Vous connaissez mes points faibles. Mes terminales de cette année me connaissent depuis 4 ans. Ils connaissent mes points faibles. Ils savent comment faire avec moi. Est-ce que vous pensez que moi, pendant les 4 ans, je ne les ai pas observés de mon côté? Donc je leur dis, vous savez comment faire avec moi, mais vous pensez franchement que je ne sais pas comment faire avec vous? Je sais comment faire avec vous, parce que de la même manière que vous m'analysez, je vous analyse. Donc, si je fais semblant de, bien sûr que les gens vont le voir, comme moi je vois quand on fait semblant avec moi. C'est pas compliqué, vous savez, la vie. Si je prends le temps de comprendre comment je fonctionne, comment les choses se passent à mon niveau, je comprends que la personne en face, elle n'est pas plus stupide que moi et qu'elle voit. Pas exactement les mêmes choses, mais elle n'est pas aveugle. Donc c'est dans les deux sens que cela fonctionne. Être sincère, à l'adolescence, c'est quelque chose qui est très important. Les jeunes n'ont pas encore cette expérience de vie qui fait qu'en tant qu'adulte, on sait que le monde n'est ni entièrement noir, ni entièrement blanc. On sait que les expériences de notre vie ont eu des conséquences sur nous qui font que dans nos attitudes, cela s'en ressent et cela se voit. Pour eux, ce n'est pas encore tout à fait ça. Tu dois faire, tu ne dois pas faire. Donc le fait d'être sincère avec eux leur permet d'avoir cet échange avec quelqu'un en face d'eux qui leur parle honnêtement, même s'ils ne sont pas d'accord avec cette personne. Mais cette sincérité-là, elle vaut de l'or. Et c'est ce qui va aussi leur apprendre à être sincère. Parce que quand demain matin, on voudra que la personne soit sincère, mais j'ai jamais été sincère avec elle, pourquoi vous voulez qu'elle soit sincère avec moi? En réalité, j'ai pas été sincère avec toi. Mais je ne serai pas sincère avec toi, c'est tout. Ça va dans les deux sens. Défendre ses convictions, c'est-à-dire que on ne peut pas être en relation professionnelle ou autre et dire oui à tout en ignorant nos convictions. L'une des raisons très simples, si j'ignore mes convictions, ça veut dire que j'ignore qui je suis et je m'efface tout seul. L'une des pires choses pour l'être humain, c'est de se sentir inexistant. Donc oui, il faut pouvoir mettre, mais affirmer mes convictions. Je n'ai pas dit me battre avec et puis prendre une épée et partir au combat, à la bataille sanglante. Mais oui, il faut pouvoir mettre en évidence et se positionner face aux situations, que ce soit professionnelles et autres. À certains moments, oui, on va utiliser d'autres genres de stratégies pour expliquer nos convictions. On n'ira pas avec une épée face à la personne en frontal. Mais on doit ajuster, adapter la situation pour ne pas effacer nos convictions et nous effacer en même temps. Parce que c'est nous qui allons nous sentir mal. Et toute personne qui se trouve dans une situation amicale, professionnelle ou autre, où il faut qu'elle s'efface, elle finit par se perdre. Et elle finit toujours par être mal. C'est inévitable. S'effacer pose un problème à l'être humain lui-même. Donc je ne peux pas passer mon temps à m'effacer. Je dois mettre en avant et me tenir à mes convictions. Ce ne sont pas mes convictions, d'accord, mais ce sont les miennes. Je dois m'y tenir parce que ce sont ces convictions-là qui font qui je suis. Ces convictions-là sont basées sur mes valeurs à moi. Si j'efface tout, qu'est-ce qu'il me reste? Quelle personnalité il me reste? Il me reste un corps, mais ça s'arrête là. Et aucun être humain ne peut vivre comme ça. Savoir garder un secret. J'ai rien contre le franc-senti, hein? Mais vraiment rien. Mais j'aime pas quand les choses font franc-senti pour quelque chose de très simple. Qui d'entre nous, quand on va se confier, quel que soit le sujet, se sent à l'aise quand le message est sorti de la Martinique, qu'il a atterri en France et qu'il a été renvoyé en Martinique, et que c'est en Martinique qu'on vous dit « Ah ben quelqu'un en France m'a dit que... » C'est bizarre, j'étais sûre d'avoir partagé ça avec quelqu'un en Martinique et la personne vit toujours en Martinique. Hein, mais c'est déjà passé par la France avant de revenir en Martinique. Garder un secret, ça veut dire quoi? Si je ne peux pas garder le secret de quelqu'un, est-ce que je sais garder mes propres secrets à moi? Est-ce que je sais donc préserver ma vie privée à
moi et mon intimité à moi? C'est ça la vraie question. C'est pas simplement ne pas faire franc-senti, mais est-ce que je suis quelqu'un qui sait préserver ma vie privée? Je ne sais pas la préserver, je saurais préserver la vie privée de personne. Je ne pourrais pas me retrouver dans des projets suffisamment confidentiels. Mais en plus, je ne me préserve pas. Cela veut dire que je m'expose à tout le monde, à toutes les personnes bienveillantes qui vont se dire « Oh là là, un tel a mis ça en évidence, un point faible, quelque chose où partager un événement douloureux, sensible, je ne vais pas utiliser cela pour lui faire du mal. » Mais on peut aussi tomber sur le genre de personnes qui vont utiliser tous ces éléments-là pour nous faire encore plus de mal. Donc, je ne me préserve pas. Mes amis, il n'y a que moi qui puisse apprendre à me protéger. Oui, 2-3 personnes autour peuvent en effet éviter de jouer au franc-senti et me donner un coup de nez. Mais si moi, à la base, je ne sais pas au minimum me préserver, je me mets tout seul en situation difficile. Et c'est ce qui est bien en fait. Hein. Quand Dieu dit aime ton prochain comme toi-même, si tu te rends compte des dégâts que ça fait sur ta vie à toi, donc la mienne à moi, je vais réfléchir avant de faire des dégâts sur votre vie. Mais si je n'ai même pas conscience des dégâts que ça fait dans ma vie, c'est pas pour les dégâts de votre vie que je vais percuter. Donc garder un secret, c'est est-ce que déjà je sais préserver ma vie privée, mon intimité? C'est ça la première question. Accepter la différence. La différence ne veut pas dire cautionner tout ce que l'autre personne va faire. La différence veut dire que je dois collaborer, si c'est au travail, je dois vivre, cohabiter en fonction des situations avec des personnes un peu ou très différentes de moi. Alors, oui, il y a les différences sur le point physique, ethnie et autres, mais aussi les différences de caractère, les différences dans les valeurs. L'objectif n'est pas de dire que j'accepte ta différence, donc j'accepte tes valeurs comme étant les miennes. J'accepte que tu aies des valeurs différentes. Je peux accepter que tu aies des valeurs différentes, mais ça ne veut pas dire que je cautionne tes valeurs. Ça veut dire simplement que je ne vais pas passer mon temps à te critiquer. Voilà juste ce que ça veut dire. Quand il sera nécessaire que je te dise je ne suis pas d'accord avec, je te dirai écoute, là je ne suis pas d'accord, donc si tu veux agir comme ça, agis, moi je vais agir comme ça. C'est pas pour autant qu'on va passer notre temps à insulter la personne, à la rejeter, à faire comme si elle est un morceau, je sais pas, un morceau de papier que l'on a jeté. Non, c'est un être humain qui a des valeurs différentes. Et nous devons à ce moment-là cibler les valeurs de la personne et pas l'humanité de la personne et faire comme si elle n'existe pas. Simplement, oui, nos valeurs sont différentes. Politesse et ponctualité, c'est vrai que ce sont des choses qui arrivent surtout dans le milieu professionnel. Alors, professionnel et qui à certains moments deviennent très importants quand on passe dans le milieu amical et même familial. Ponctualité, pourquoi? À force de ne pas être ponctuel, lorsqu'une famille a décidé un planning pour une journée, si tout le monde se met à ne pas être ponctuel, on n'a pas fait la moitié de ce qu'on a prévu ensemble de faire. La politesse, comme j'explique des fois aux jeunes, vous savez, l'être humain, il a son moral. Et bien des jours, il se réveille, le moral, il est super bon, tout va bien. Il y a des jours, le moral, il n'est pas là du tout, il descend, il descend, il descend. Certaines personnes, je sais parmi les jeunes, parce que j'en ai discuté avec eux, encore cette année, je l'ai fait le point en fin d'année avec mes jeunes, on a une manie, nous avons une manie de parler en aspect négatif. Donc on ne fait pas de compliments, mais on parle en aspect négatif. Et puis il y en a qui se disent des mots, qui tombent comme ça, je regarde, mais madame, c'est mon amie, elle sait. Oui, ça doit être ton ami, mais justement, si c'est ton ami, tu n'es pas censé lui dire ces mots-là. Parce que même si aujourd'hui, son moral est au beau fixe, elle sait que tu es en train de l'attaquer, elle est d'accord. Mais le jour où quelque chose s'est passé dans sa vie, qu'elle est blessée, et que tu lui ressors ça, tu es en train de lui dire tu es inutile, tu n'es quelqu'un qu'on n'a pas... Enfin, inexistant, que l'on ne va pas respecter, qui n'a pas d'importance, dont la vie n'a pas d'importance, la vie VIE, et dont la vie AVIS n'a pas d'importance, en fait, tu es quelconque. Le jour où ça ne va pas, on rentre dans tous les détails des choses négatives que l'on nous dit. Donc là où la politesse est importante, c'est que quand on se réveille le matin, il y a des jours où ça ne va pas pour nous pour X raisons. On est tous pareils. Hein? Donc s'il faut être en plus impoli avec les personnes en face, ou que les gens soient impolis envers nous, ça nous enfonce encore plus.
Donc la politesse, oui, c'est capital. Maintenant, c'est capital pour plein de raisons. Et l'une des raisons, c'est parce que moi-même, quand les gens sont impolis envers moi, à tous les coups, ça me blesse. Donc si je suis impoli avec quelqu'un, bien sûr que ça va blesser la personne. Une fois que l'on est blessé, on réagit très rarement avec un sagesse. Ça explose. Pratiquer la tolérance. Donc la tolérance, accepter que la personne est différente, accepter que certaines personnes vont prendre plus de temps pour comprendre, plus de temps pour faire et plus de temps pour changer. Aucun d'entre nous ne s'est réveillé un matin et a changé du jour au lendemain. Aucun parent n'a réussi à faire son enfant changer du jour au lendemain. Même si certains parents ont essayé, j'ai essayé avec mes cousins et mes cousines, les plus petits que moi, j'ai abandonné, j'ai déposé vite. Des exemples très simples et des fois j'ai envie de dire très stupides de la vie. J'étais chez mes cousins, chez mon oncle, il est parti. Donc, j'ai un cousin qui avait il avait 16 ans et son petit frère avait 6 ans. Je devais les emmener en quelque part. Et ils n'avaient pas encore mangé. Alors je dis au plus grand, bon, fais vite te manger pour qu'on puisse partir, je m'occupe de ton petit frère. Et dans mon cerveau de l'époque, je me dis, ce petit garçon-là, je vais le faire manger vite. C'est un enfant qui est devenu un jeune homme aujourd'hui qui ne mange toujours pas vite. Donc j'avais déjà perdu d'avance. Mais 2, c'était un enfant et un enfant à la base, ça ne mange pas vite. Mais à l'époque, je n'avais pas encore percuté tout ça. Après la 3e fourchette, j'ai percuté. Et je me suis dit, c'est pas la peine, tu seras en retard, j'ai refait mon organisation. Les gens sont différents. Et il y a des choses qui ne changent pas chez moi. Après 20, 30, 40, 50, 60 ans sur cette terre, il y a des choses qui n'ont pas changé. Pourquoi je vais vouloir exiger que quelqu'un change d'un jour à l'autre? C'est simplement incohérent. Donc, pouvoir être tolérant, comme je dis, ce n'est pas excuser, ce n'est pas valider. Mais c'est arriver à comprendre que la personne est différente et que dans ces différences, il y a des différences avec lesquelles il faut faire. C'est tout. Si je ne l'accepte pas, ça veut dire que je suis en train de dire aux autres personnes, mes différences à moi, vous pouvez aussi les envoyer balader. J'envoie balader vos différences. Envoyez balader les miennes. Et quand on envoie balader les miennes, là, je ne me sens pas bien. Enfin, même je suis fâchée, contrariée. Écoute, tu envoies balader. Quand on t'envoie balader, au bout d'un moment, il faut accepter les conséquences de ce que tu fais. Être d'humeur égale, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, surtout en fonction de si on est un style de personne nerveux ou autre, ou facilement, vous savez, on a effleuré le petit bouton et puis la crise de colère a déjà explosé. Ne pas avoir appris à accepter la frustration quand on était jeune, petit. Non. C'est le mot là, NON. De plus en plus de personnes ont du mal à accepter le non. Mais il faut faire avec. C'est la vie. Ne pas accepter le non, ça s'appelle simplement se chercher des complications. Être d'humeur égale, c'est aussi pouvoir accepter le non. C'est pouvoir accepter la frustration. Ce sont des choses qui existent avec lesquelles on doit apprendre à faire. Pour apprendre à se gérer, gérer ses émotions et donc avancer avec les personnes en face de nous. Si on arrive, c'est un peu comme je parlais avec les attachements, si on arrive face à des personnes contrariées, blessées par rapport à une situation et que je démarre au quart de tour avant d'avoir essayé de comprendre la situation, quelle relation je vais bâtir? Que ce soit avec la personne avec qui je veux faire ma vie, avec mes enfants, avec mes parents, je n'ai pas pris le temps d'écouter ce qu'on disait un peu plus autour. Je commence par démarrer. J'aurais toujours peur d'aller parler à la personne. Puisque j'aurais toujours peur qu'elle commence par exploser avant de réfléchir. Vous savez, les gens qui sont comme ça. Ils explosent et puis après, ils essaient de réfléchir. Mes amis, vous avez envie de rentrer chez vous et à chaque fois de voir que quelqu'un explose avant de commencer à réfléchir? Un jour, ça va, mais 20 ans, 30 ans, ça fait beaucoup, hein? Si c'est moi, cette personne qui explose et qui ne réfléchit pas, vous imaginez ce que la personne en face, elle subit tous les jours? Elle essaie de me parler, j'explose et puis après je réfléchis? Ça ne lui fait pas du bien, elle non plus. Hein? Donc, par rapport à quand on a tort, savoir présenter ses excuses. Alors, certains cas, c'est savoir demander pardon, mais je ne vais volontairement pas rentrer dans ce cadre-là aujourd'hui, parce que pour certaines situations, le pardon demande du temps. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Je ne peux pas non plus ignorer la souffrance que la personne a eue. Donc, pour ne pas mal faire les choses, je ne vais simplement pas rentrer dans cette partie-là aujourd'hui, mais savoir présenter ses excuses. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin, pour lesquelles on n'a pas besoin d'être pardonné, et pour lesquelles il faut pouvoir présenter ses excuses.
Présenter ses excuses, c'est reconnaître l'erreur que l'on a faite. Ça veut dire que je viens devant vous, j'ai commis une erreur qui vous a posé un problème, pas forcément qui a entraîné de grosses douleurs et souffrances, hein, non, mais qui vous a posé un souci. Je vous présente mes excuses. Donc je reconnais que j'ai fait quelque chose qui vous a impacté et qui vous a impacté négativement. Vous voyez la différence que ça fait dans votre tête, que si je ne m'excuse pas du tout? J'arrive, je reconnais que j'ai fait quelque chose qui vous a impacté négativement, qui vous a affecté, et puis je fais comme si de rien n'était, je ne présente aucune excuse. Vous voyez ce que ça fait au fond de vous? C'est pareil pour tous les êtres humains. Être sociable, ça ne veut pas dire avoir 400 amis, parce que la Bible nous dit elle-même que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais tel ami est plus fidèle que le frère. Être sociable, c'est pouvoir avoir des relations avec les gens convenables, des relations, suffisamment de relations, c'est-à-dire ne pas jouer à l'ermite non plus, parce que travailler en collaboration, avoir des amis, être dans un voisinage et jouer à l'ermite, ça finit par poser des complications pour tout le monde. Et pour moi, un jour j'ai besoin d'un coup de main, j'ai un problème, les gens ne vont même pas se rendre compte que je ne suis pas sortie de chez moi depuis 2 semaines, 3 semaines. Et la première vague de canicule en France, on s'est rendu compte de cela. Beaucoup de personnes qui étaient plus ou moins isolées ou faisaient leurs affaires à elles toutes seules, on s'est retrouvés. J'ai un cousin éloigné de ma mère. Son épouse s'est rendue compte au bout de 2-3 jours qu'il y avait une personne âgée de l'immeuble qu'elle ne voyait pas. Mais c'est une personne âgée, ils sont noirs, donc c'est une personne âgée, ils vivent en France, qui n'avait jamais de gentils mots pour eux. Ils avaient d'autres voisins avec qui ça se passait très bien. Donc je mets tout le monde, je mets absolument pas du tout le monde dans le même panier. Il y a des voisins avec lesquels tout se passait bien, mais cette dame-là, elle avait des problèmes avec pas mal de voisins. Donc en plus, eux, comme ils sont noirs, c'était un élément supplémentaire, mais à la base, c'était une dame un petit peu acariante. La seule personne qui s'est souciée et qui a appelé les pompiers, c'était l'épouse du cousin de ma maman. Elle s'est dit non, là il y a un problème, ça fait quelques jours que je n'ai pas vu la dame sortir, c'est pas ma camarade, c'est pas mon amie, puisque voilà, je fais pas partie de son cercle, mais dans tout le voisinage, c'était elle la seule. Et ouais, elle avait eu un sérieux problème par rapport à la canicule qui s'était produite. Donc le fait d'être asocial, de ne pas développer la politesse, j'ai envie de dire normale entre voisins, je n'ai pas dit d'aller chez les gens et que les gens passent leur vie chez vous, c'est pas ce que j'ai dit. La politesse normale, ça a donné ça comme conséquence. Les personnes se sont préoccupées d'elle. Elle s'occupe de personnes, elle n'a pas de relation convenable, polie convenable avec les gens. Voilà quelle a été la conséquence. Donc il faut bien comprendre que ce ne sont pas que pour les autres que ça a des conséquences, hein, mais d'abord pour moi et ensuite les autres. Et ne pas avoir d'idées préconçues, l'une des choses en effet les plus difficiles. On a l'impression qu'en voyant quelqu'un, on sait tout. Le seul qui peut tout savoir, c'est Dieu. C'est lui seul qui lit dans les cœurs. Le seul qui ne peut jamais avoir tort, c'est Dieu. Donc, éviter d'arriver avec des idées préconçues, ça veut dire une chose simple. Accepter et reconnaître qu'en tant qu'être humain que je suis, je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas tout comprendre, et je devrais arriver avec plus d'empathie et de compassion vers quelqu'un, au lieu d'arriver avec des critiques et des idées déjà bien arrêtées, bien carrées. Vous savez, les carrés là, carré, arriver bien carré. Si quelqu'un doit agir de manière carrée et fermée envers moi, ça va me faire du mal. J'aurai des conséquences négatives au travail, j'aurai des conséquences négatives dans mon voisinage et autres. Si c'est dans ma famille, ça aura aussi de bonnes conséquences négatives. Donc, ne pas avoir d'idées préconçues, c'est aussi permettre aux personnes en face d'agir de manière avec autant de compassion et d'empathie envers moi que moi j'agis envers eux. Dites-vous que l'être humain réagit beaucoup sous forme de miroir. C'est en fonction de ce qui se passe que je réagis. J'arrive dans un endroit où je ne sens pas de tension, pas de pression. Bon. Il y a des hauts et des bas, c'est normal, c'est la vie. Donc je ne parle pas de choses sans aléas. Mais un endroit vivable, oui, j'aurai plus de possibilités. Déjà, je vais moins me concentrer pour gérer mes émotions, donc ma contrariété, ma colère, ma frustration, ma douleur et tout ce qui va avec. Donc comme je vais mettre moins d'énergie dans ça, je vais avoir plus d'énergie pour être en paix, calme et serein et avoir des relations plus à l'aise avec les personnes. Mais si je dois tout le temps être stressée et tendue, je n'ai pas le temps d'être relâchée.
Donc je n'ai pas le temps, la possibilité d'avoir des relations détendues avec les personnes qui m'entourent. Donc la réalité, c'est que pour gérer les relations que nous avons avec les personnes qui nous entourent, il faut s'asseoir avec soi-même, mes amis, et puis inviter Dieu dans la conversation. Et quand nécessaire, eh bien, demander à une troisième ou quatrième personne, j'ai envie de dire parfois, d'intervenir. Il est souvent nécessaire d'avoir quelqu'un d'extérieur en fonction de la situation. Il est nécessaire d'avoir quelqu'un d'extérieur. Des fois, simplement un ami, quelqu'un qui nous connaît suffisamment bien, avec qui on va parler. Et le fait de prononcer, de dire les choses, cela va permettre au cerveau de réajuster. C'est comme ça qu'il fonctionne aussi notre cerveau. Donc de réajuster certaines choses et de se dire, non, j'ai peut-être exagéré quand même de ma manière de voir ces choses-là. Je n'ai pas tout à fait compris ou réagi convenablement. Je vais revoir. Mais si tout reste dans ma tête, ça ne va prendre que le même chemin. Le vase qui reste dans l'eau, il ne devient pas plus propre après 1 semaine, 3 semaines, 3 mois, c'est pas possible. Donc il faut que mon cerveau fasse sortir des choses à l'extérieur pour faire le point et remettre de bonnes choses dedans. Le vase avec de l'eau, ça ne va pas aller après 3 mois. Entre les odeurs et les moustiques qui ont fait plus que proliférer, qui sont à la énième génération, ça ne peut pas aller. Et le vase, quand il est dans ma salle à manger ou dans ma chambre, c'est pas que je prends l'odeur tout le temps, mais c'est ça, quoi. C'est pareil avec le cerveau. Donc, des fois, on a besoin simplement d'une oreille pour nous écouter et les choses reviennent dans l'ordre. Et à certains moments, il faut aller voir un professionnel. Parce que ça veut dire qu'il y a des blessures qui sont là depuis un petit peu plus longtemps, qu'on n'a pas eu la possibilité de traiter, de soigner, pas de masquer, parce qu'on fait tout ça. Masquer, on arrive, on ne met pas quelque chose dessus, un paquet de pansements, on sait tous faire ça. Maintenant, le traiter, le soigner, c'est pas pareil. Une écorchure, on fait ça tout seul. Une grosse blessure, on va à l'hôpital. C'est parce qu'il faut un médecin pour recoudre. Au bout d'un moment, il faut un médecin pour bien nettoyer. En fonction des plaies, mais il y a des gens qui restent quelques temps, nettoyer la plaie, bien s'arranger si ça vient d'une brûlure ou autre, pour que cela ne s'infecte pas, ou si ça s'est infecté, que cela ne s'aggrave pas, parce qu'après on coupe le membre. Sinon c'est septicémie et tout est fini. C'est le même principe. À certains moments, une oreille est suffisante, et à d'autres moments, un professionnel est capital pour qu'on puisse s'en sortir. Et je peux vous dire que c'est signe justement d'équilibre et de bien-être, de se rendre compte que l'on a besoin d'aide. C'est la personne qui ne se rend pas compte qu'elle a besoin d'aide n'ira jamais vers Dieu. Et c'est ce qu'il faut arriver à comprendre. Au-delà de dire d'aller voir quelqu'un, si je n'ai pas besoin d'aide, pourquoi je vais prier Dieu? Allez, bon, je vais faire un petit semblant, Seigneur Jésus, merci pour la journée, blablabla, blablabla, blablabla. Mais à quel moment je vais dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide? Puisque je n'ai pas besoin d'aide. Donc je vais prier pour un paquet de trucs, et ce sera des trucs. Je n'aurai pas de conversation avec Dieu parce que je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui m'écoute. Aller vers d'autres personnes, c'est aussi comprendre et savoir aller vers Dieu, mine de rien. Donc toutes ces choses-là sont liées. Et pour terminer rapidement, donc la bienveillance, pareil, cela ne veut pas dire tout excuser, mais c'est pouvoir agir avec quelqu'un en ayant conscience que la personne a tout un environnement comme moi-même, tout un vécu comme moi-même qui donne qui en résulte la personnalité qu'elle a. Ne pas avoir peur de l'autre et se dire à chaque fois, oui, mais je ne peux pas parler, je ne peux pas dire, je ne peux pas parce que je ne sais pas comment la personne va réagir. Est-ce qu'elle sera contente, pas contente, déçue, pas déçue? Est-ce qu'elle va réagir et me faire du mal aussi? Tout le monde ne nous veut pas du mal. Il y en a comme ça, parce que la méchanceté existe. Mais tout le monde ne nous veut pas du mal. Savoir se défendre sans s'énerver, il faut savoir défendre ses convictions, mais se défendre son intégrité, sans avoir à s'énerver. Une fois que l'on s'énerve, ça veut dire que l'on a perdu le contrôle de soi. Quand on parle du fruit de l'esprit dans la Bible, et qu'on parle de tempérance, c'est maîtrise de soi, contrôle de soi. Les fruits de l'esprit, c'est pour tous les êtres humains. Et la réciprocité, ce que j'ai essayé de faire tout le long avec vous, à chaque fois que je ne pense pas simplement par rapport à l'autre ou simplement par rapport à moi. Mais ça va dans les deux sens. Ce qui va me faire mal peut faire mal à l'autre, ce qui va me faire du bien peut faire du bien à l'autre. La situation difficile que je traverse, l'autre aussi a une situation difficile certainement qu'il traverse. Et même si on ne les traverse pas tous au même moment, il y a toujours quelqu'un qui traverse une situation difficile. Et le fait de garder ça à l'esprit nous permet d'aborder les choses différemment.
pas de se faire marcher dessus, mais d'aborder les choses différemment, puisqu'il faut défendre ses convictions et se défendre. Donc je n'ai pas dit se faire marcher dessus, mais d'aborder les choses différemment pour nous avoir des relations plus paisibles les uns envers les autres. Et le verset que j'aime énormément: donne de bonnes habitudes à l'enfant dès le début de sa vie, il les conservera quand il sera devenu vieux. Proverbe 22, verset 6. J'ai envie de dire que la meilleure personne vers laquelle il faut prendre le temps de développer une relation, c'est un enfant. Parce que là, je peux vous dire que j'ai appris des choses. Je suis la première des cousins-cousines, et derrière moi, il y en a plein. Ma mère est l'aînée, il y a 5 derrière, 5, 6 derrière elle, 5 derrière elle. Donc ça veut dire que mes petits cousins-là, j'en ai un qui vient d'avoir un an. Donc derrière moi, en tant que cousin, j'en ai. Je peux vous dire que là où j'ai appris le plus de choses, c'est en ayant des relations avec les enfants. Ils n'ont pas encore le temps de rentrer dans les mensonges, dans les déviations. Oui, ils ont l'impression qu'ils sont des fois plus malins que vous. C'est intéressant à voir. Ils ont l'impression qu'ils vont vous berner. Mais la vérité, c'est que quand on arrive à expliquer son point de vue à un enfant, à rester clairement sur sa position, sans s'énerver, sans se fâcher, j'ai réussi à me maîtriser, je peux le faire devant tout le monde. Parce qu'un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse à bout. Il veut repousser les limites. Plus il les repousse, s'il voit que l'adulte en face ne tient pas, malheureusement pour lui, ça veut dire que cet adulte-là ne pourra pas tenir en face d'autres personnes qui vont l'embêter. Donc cet adulte-là ne pourra pas le défendre. Et c'est là où il faut comprendre que le non n'est pas seulement salutaire pour la personne à qui on dit non. Mais maintenir mon non, c'est aussi salutaire pour moi et l'enfant. Parce que j'ai dit non. Il m'a tourné dans tous les sens. Et j'ai dit non. Eh bien, je peux vous dire que mes cousins savaient vers qui se tourner. Si bien que mon oncle, c'est moi qui l'appelais. Parce qu'il savait pertinemment que c'est moi que ses enfants allaient venir voir. Parce que quand il fallait dire non, j'ai dit non. Quand il fallait s'amuser, je m'amusais. Bien grande, mais tu es à terre, tu roules, tu t'amuses. Tout, il n'y a pas de problème. Mais quand il fallait dire non, même si ça m'arrachait le cœur à certains moments, je ne vais pas vous mentir, mais le fait de dire non, le jeune qui grandit et l'adulte qui est devant nous sait que il ou elle a en face quelqu'un qui sait rester ferme, sans s'énerver, sans s'emporter, sans partir dans tous les sens. Est-ce que nous n'aimerions pas avoir dans notre vie quelqu'un comme ça? Quelqu'un vers qui on peut se tourner, avec qui on peut parler, qui ne va pas nous juger et qui ne va pas partir dans tous les sens. Si j'arrive à construire cette relation-là avec un enfant, ça veut dire qu'en même temps, je vais m'excuser quand j'ai tort, je vais reconnaître mes torts. C'est toujours un adulte. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai tort que je ne suis pas un adulte. Hein. J'ai beau avoir tort, je m'excuse, mais tu fais ce que je t'ai demandé. Hein. Ça ne change pas pour autant. Je peux t'expliquer certaines choses pour éveiller chez toi un raisonnement, pour te permettre de grandir dans ton raisonnement. Mais c'est moi l'adulte, c'est moi qui ai le dernier mot. Il ne faut pas mélanger les choses, des fois on les mélange. Mais il ne faut pas les mélanger. L'adulte, c'est moi, c'est nous. Bon. L'enfant doit apprendre à s'ajuster et nous devons aussi le guider pour qu'il s'ajuste. Mais cette fermeté que l'on va avoir là, c'est ce qui va permettre, dans tout le développement, de la manière dont on va développer notre relation avec l'enfant, d'affirmer notre propre caractère devant l'enfant et devant l'adulte. Et permettre à l'enfant de se développer de manière équilibrée pour faire face à la vie là qui l'attend après. Ce n'est pas simplement dire je fais avec l'enfant, mais quand il va devenir un adulte et que je ne serai pas là, comment il va faire pour s'en sortir? Vers qui il va se tourner pour s'en sortir? Plus on permet à des enfants de grandir de manière équilibrée avec tous les aléas de la vie, on permet à une génération d'avoir des personnes vers lesquelles elles peuvent se tourner, se référer et avancer. Et l'enfant que l'on a préparé, on lui a donné le maximum de ce que l'on pouvait pour faire face à la vie qui est en train d'arriver là sur lui là. Et pour laquelle il n'a rien demandé. Mais ça en fait quelqu'un aussi de responsable. Donc, nos relations, développer une relation avec un enfant, une relation équilibrée, c'est que je reste toujours l'adulte. Oui, il y a des fois, je peux écouter ce que tu me dis, ta manière de voir, de penser. Des fois, c'est intéressant de voir comment les enfants voient les choses. Mais pas pour dire oui, hein. Pas pour dire, mais tu as parfaitement raison, et puis vas en paix. Puis, non, pour recadrer, remettre les choses à leur place, là où elles doivent être, posément, convenablement, je développe ma relation avec l'enfant, mais j'apprends à développer des relations avec les personnes qui m'entourent. Donc le reste des membres de ma famille, pour être un peu plus en paix à la maison, les voisins,
la vie professionnelle et autres, ce qui nous rapporte à tous un peu plus de paix. Et je crois que personne n'est contre ça. Donc voilà ce que je voulais vous présenter cet après-midi. Parler des relations, c'est pas si facile que ça et on ne peut pas absolument tout faire rentrer. J'ai vraiment voulu mettre en évidence les éléments principaux pour permettre à chacun d'arriver un peu à mieux comprendre et se connaître personnellement, parce que c'est ce qui va nous aider après à pouvoir se tourner vers les autres et à réagir aussi avec les autres. Quand on arrive à mieux comprendre qu'on n'était pas tout seul, à percevoir les choses d'une certaine manière, je peux vous dire que ça apporte de la paix dans le cerveau. Ça apporte un sacré coup de calme et de paix dans le cerveau. Et puis ça nous permet d'avancer chacun à son rythme, de là où il est, en avançant petit à petit les uns avec les autres. Donc voilà pour ce que je voulais vous présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions, si éventuellement ou bien des éclaircissements par rapport à ce que j'ai présenté, ce n'était pas clair. C'était assez clair, c'est bon? C'était si bien expliqué. J'avoue, j'essaie d'être claire, parce que oui, c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec les jeunes et les enfants. C'est pas la peine de les embrouiller. On va les embrouiller une fois, pas deux. Ça marche pas deux fois. Après, c'est eux qui vous embrouillent. Donc, on apprend tellement de choses. C'est des fois comique, mais c'est bon. C'est la vie. Je sais pas si éventuellement, il y aurait... Alors, s'il y a des questions plus personnelles, surtout par rapport aux éléments dont j'ai parlé sur le style d'attachement, oui, après, de manière individuelle, je peux répondre à certaines questions. Parce qu'il y a des questions, je sais qu'on ne va pas poser en public et je ne demande pas non plus de poser en public. Ça, c'est normal. Il n'y a pas de problème pour moi. Donc, s'il y a des questions après, éventuellement en individuel, oui, je pourrais y répondre par la suite. Alors, je vais poser une question d'ordre général. Attends 2 secondes. Alors, au-delà du fait que je reconnais toute votre compétence à présenter le sujet, toute la valeur de tout ce que vous venez de dire, mais je me dis, est-ce que, quand on reçoit cet enseignement, cet éclairage, est-ce que des fois, ça ne fait pas appel à ce qu'on appelle la force mentale, la personnalité de l'être? Parce que c'est vrai que je reconnais effectivement toute la véracité de la chose, mais je suis triste. Je suis triste parce que je me dis, tout en reconnaissant tout cela, je ne pense pas avoir la force de pouvoir mettre tout ça en place. Parce que, peut-être vu l'âge et vu les expériences qu'on a vécues dans la vie, on a déjà été en quelque sorte un petit peu désorganisé dans sa tête, à tel point que même si on voudrait, on ne pourrait pas. Alors, je ne sais pas quel est votre avis. Alors, c'est tellement vrai que quand on regarde, je n'ai pas énormément insisté, surtout par rapport aux 2 premières parties, à des éléments fondamentaux de l'être humain, de notre personnalité, de nous. J'ai vraiment... Erickson, j'en ai parlé, mais si on doit rentrer dans un cours avec Erickson, ce que j'ai dit là, bon, c'est une petite introduction. C'est parce que justement, je sais qu'en effet, qu'en fonction de la vie, cela aide d'arriver à comprendre certains événements de nos vies, de voir que nos parents ont fait avec ce qu'ils ont pu, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Chacun fait avec ce qu'il peut, en fonction de ses moyens, en fonction de la dureté de ce qu'il traverse. Donc, on n'est pas là pour dire, oui, mais tel aurait dû, n'aurait pas dû. Je ne sais pas si j'aurais pu mieux faire dans la même situation que la personne. Donc, c'est surtout pas ça, l'objectif. Sachant que le public est varié en âge. Il y a des personnes qui sont, j'ai envie de dire, suffisamment jeunes dans les expériences et pas forcément, je ne sais pas si le mot est approprié, mais pas forcément brûlées, trop affectées par les difficultés de la vie, qui vont pouvoir entamer un cheminement. Et il y a d'autres personnes pour lesquelles ça permet un peu mieux de comprendre, d'être un peu plus en paix, parce qu'on comprend qu'on a fait avec ce que l'on a pu, et on continue à avancer petit à petit avec ce que l'on peut jusqu'à notre dernier jour. Mais c'est vrai que l'objectif de cette présentation, ce n'est surtout pas de dire à absolument tout le monde, dès aujourd'hui, qui que vous soyez, vous pouvez entièrement changer du jour au lendemain, c'est pas vrai.
un, parce qu'on n'est pas pareil, et deux, on n'a pas le même nombre d'années de vie qui nous attend non plus. Voilà, hein, quelqu'un qui a déjà 70-80, elle n'aura pas le même nombre d'années de vie que quelqu'un qui aujourd'hui a 15 ans. Donc, sauf accident ou autre, mais je veux dire, en espérance de vie dans les grandes lignes, donc c'est clair qu'il y a des changements qui ne pourront pas. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et il ne faut surtout pas avoir un sentiment de défaite, ni de culpabilité, ni autre. Nous avons tous fait, les adultes, nos parents aussi, ont tous fait avec ce qu'ils pouvaient faire, comme ils pouvaient le faire, avec les situations qu'ils traversaient. Il y a un tout petit truc que certaines personnes pourront changer. Avec Dieu, elles vont changer. Mais Dieu sait parfaitement ce qui se passe. C'est lui le seul qui connaît vraiment l'étendue des blessures et des dégâts de ce que l'on a traversé. Il ne nous a jamais rejetés. Et ce n'est pas parce que j'ai présenté ça qu'il va rejeter qui que ce soit. Donc, ce n'est pas une présentation pour dire que tout le monde aujourd'hui doit faire l'effort de devenir, mais c'est arriver à comprendre que nous sommes tous avec des réactions et des attitudes qui sont liées à la vérité de la réalité de la vie que nous avons traversée et que nous traversons aujourd'hui. Certaines personnes sont à un point de leur vie où elles peuvent aller demander une aide professionnelle. D'autres n'en ont pas forcément besoin, quel que soit l'âge. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin juste d'une oreille pour pouvoir parler de certaines choses. Et puis c'est tout, elles n'ont pas besoin de plus. Mais comme nous sommes tous différents, chacun va ajuster par rapport à là où il en est. Et oui, mais il y a des personnes qui vont faire avec là où elles en sont dans leur vie aujourd'hui et ne pourront pas revenir des années en arrière pour refaire. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Hein. Ce n'est pas quelque chose à prendre de manière négative, c'est normal, c'est la vie. Maintenant, chacun va ajuster par rapport à où il en est dans sa vie et ce qu'il peut faire dans sa vie à lui. Et on ne pourra pas tous réagir de la même manière et c'est normal. Il ne faut pas que l'on s'attende demain matin à ce que tout le monde réagisse de la même manière. C'est impossible. Et c'est totalement même injuste de notre part de vouloir cela. Ce n'est pas possible. Chacun fait comme il peut. Et justement, pour ceux qui arrivent, qui ont la possibilité, en fonction de l'âge et autres, de modifier certaines attitudes et certaines réactions, comprenons que certaines personnes ne peuvent plus aujourd'hui changer certaines choses. Et ce n'est pas leur faute, c'est la vie qui est comme ça, c'est l'être humain qui fait qu'à un certain moment, il y a des choses qu'on peut changer, des choses qu'on ne peut pas changer. Donc les petites choses que ces personnes-là pourront changer, elles vont faire, mais les grandes choses que d'autres pourront changer, ce serait bien, oui, qu'elles le changent. Parce qu'elles ont les capacités de changer ces grandes choses-là et permettre à tous de s'y retrouver. Chacun fera les efforts en fonction de là où il en est, en effet, dans sa vie. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas. Et ça, c'est une vérité. Ce n'est pas un point négatif de culpabilité, nous autres. C'est la vie qui est comme ça. C'est vraiment juste la vie qui est comme ça. J'ai suffisamment répondu, mon frère, c'est bon? Oui, déjà, je vais aller plutôt conclure de la précision. Disons qu'on a vu tous les types d'attachements. Alors, est-ce que... Oui, alors je disais qu'on a vu tous les types d'attachements. Alors, est-ce que, là encore toujours, par rapport à la vie, il n'arrive pas qu'on puisse passer d'un attachement qui, a priori, est un attachement tout à fait édifiant, à un attachement où on se dit, mais en fait, je suis passé du bon au moins bon, ou vraiment au pire. Alors, je pourrais éclaircir un peu ce que je dis. Il y a l'attachement sécure, il y a l'attachement insécure évitant, et l'attachement insécure anxieux. Alors, est-ce que des fois, ce n'est pas un état qui fait évoluer vers l'autre? Par exemple, est-ce que ce n'est pas peut-être l'attachement insécure anxieux qui peut emmener vers l'attachement insécure évitant? Normalement non, parce que les seules évolutions vraiment significatives que l'on voit, ça peut être de insécure, anxieux ou évitant à sécure. Passer de l'un à l'autre, j'ai jamais vu ça, même dans les lectures que j'ai faites, je n'ai pas vu, parce que l'évitant, alors,
comme ce sont deux manières quand même, ils sont tous les deux insécures, mais ce sont deux manières de fonctionner totalement différentes, ça fait que la manière, l'évitant à la base, comme il évite toute émotion, pour pouvoir être anxieux, il faut pouvoir déjà éviter les émotions. Ressentir des émotions pour ressentir l'anxiété. Mais il ne ressent rien. Il a tout coupé depuis très jeune, il ne ressent rien. Il ne saura pas arriver en anxieux. Parce que même la joie, pour lui, de réussite personnelle, il n'arrive pas à ressentir d'explosion de joie. Donc, ça sera compliqué. Maintenant, d'anxieux à évitant, ce sont quand même deux modes de fonctionnement totalement différents. Ça veut dire que pour passer d'un état à l'autre, il faut franchement que dans la vie, quelque chose de particulier se soit passé pour passer d'un état à l'autre. Mais, c'est pas tout le monde qui va faire le ping-pong entre la droite et la gauche, parce que ce sont des états suffisamment différents. Après, de gros événements de la vie, bien sûr, ça bouleverse quelqu'un. Là, on est tous d'accord. Un gros événement dans sa vie, tu sors de là, tu arrives par là, tu ne sais même pas par où tu es passé, comment, des fois même, tu arrives à en sortir en vie, avec ton cerveau encore en un seul morceau. Donc oui, de gros événements dans la vie. Mais à la base, ce ne sont pas des styles d'attachement desquels on part comme ça, puis on alterne. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus courant vraiment. Dans tout ce que j'ai lu jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'il y a de plus courant. Et éventuellement, d'ailleurs, on explique que pour passer de l'état insécure à l'état sécure, il y a plusieurs moyens. Alors, plusieurs moyens. On dira plusieurs possibilités dans le sens où tout va dépendre après de là où la personne se retrouve. Il y a des personnes qui seront très anxieuses. Pour arriver à ce qu'elles se calment et passer ensuite dans un état sécure, ça va demander du travail. Certaines personnes, oui, y arrivent parce que rien n'est entièrement définitif. Mais en fonction de la personne, ça demandera plus ou moins d'investissement, de travail ou d'accompagnement en fonction des événements aussi de la vie qui nous ont marqués. Et c'est pareil pour les évitants. Parce que pour arriver à sortir sans émotion, à ressentir des émotions, ne serait-ce que pour toi, quand tu as réussi quelque chose, c'est un premier travail. Donc après, pour ressentir des émotions, pour être en sécure ou en anxieux, c'est encore un autre travail. Donc je ne peux pas arriver là tout de suite et généraliser, mais il faut savoir que les sauts entre les différents styles d'attachement, ce n'est pas du tout simple, parce que ce sont des modes de fonctionnement dans la vie de tous les jours qui sont totalement différents. À la base, dans la vie, dans les relations, quelles que soient les relations, l'école maternelle et autres, la manière dont la personne planifie sa vie, planifie ses sorties, planifie ses activités, ce sont deux choses entièrement différentes. L'anxieux va accepter d'avoir des personnes avec lui. L'évitant, ouais, mais bon, il ne va s'attacher à personne. Il n'a pas prévu de s'attacher. On va s'attacher un petit peu. Mais il ne va pas vraiment s'attacher à quelqu'un. Parce qu'il ne fonctionne pas sur le mode de l'attachement. Donc ça signe de l'attachement, comment dire, sur le mode des émotions. Donc ça veut dire que même dire que avant un moment entre amis ou ne serait-ce qu'en famille, il ne va pas trouver d'utilité. Donc s'il est vraiment très loin dans ce style d'attachement-là, la fête des mères, passer ensemble, la Noël ou peu importe, voir sa famille, avoir un repas familial, ouais, c'est un repas comme les autres. Ça n'a pas une importance parce que je suis heureux d'être avec mes cousins, mes cousines. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ben, c'est un repas, ben, j'ai mis dans mon planning un repas supplémentaire, c'est tout. Donc si j'ai une réunion plus importante, j'irai à la réunion plus importante, c'est tout. Puis voilà, j'ai une réunion plus importante, mais il n'y aura pas un impact personnel. Ah, c'est dommage, alors j'ai ça qui va faire que j'aurai du mal. Non. Donc ça fera qu'automatiquement, le changement de style n'est pas... C'est pas quelque chose qui va facilement arriver comme ça. Ça va pas... Des attitudes peuvent varier, mais le changement de style en tant que tel, non, on va plus masquer. Parce que les évitants, ils ne vont jamais reconnaître qu'ils évitent parce qu'ils ont été blessés, qu'ils ne veulent pas s'attacher parce qu'ils ont été blessés. Vous dites, non, non, mais je m'attache, tu as pas vu que je sors avec des amis. Oui, tu sors avec des gens. Mais es-tu attaché à ces personnes-là? Non, tu sors avec des gens, oui. Mais les émotions qu'il y a derrière, ils ne vont pas accepter comme ça de reconnaître qu'ils n'ont pas ces émotions-là. Surtout qu'à part ça, il y a des personnes qui ont des fois à la base un problème avec les émotions. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais il y a en plus des personnes qui ont... Vous savez, le cerveau, je vais voir que j'ai une main qui a un souci. Si mon pouce est paralysé, tout le monde va voir que mon pouce est paralysé.
Mais quand j'ai 2, 3, 4 neurones qui ont subi des dommages, qui voit les dommages qui ont été subis dans les neurones? Éventuellement les voisins. Éventuellement. Mais quand je dis éventuellement, c'est qu'ils vont voir certaines expressions extérieures sans vraiment comprendre quels ont été les neurones qui ont été affectés. Parce qu'en fonction des neurones qui ont été affectés, il y a beaucoup de choses dans la vie qui vont changer. Mais les symptômes ne veulent pas dire que la source est identique. Il faut pouvoir mettre tous les symptômes ensemble pour s'assurer, entre guillemets, en manière de parler de la source de la situation. Donc il y a beaucoup de choses dedans, mais à la base, on ne change pas de style comme ça. Encore, quand je préparais pour aujourd'hui, on ne change pas de style juste comme ça. Ça prend du temps. Je ne vais pas dire votre style volontaire. Je veux dire que ça peut être des événements d'importance, pas des événements aléatoires, ou comment dire ça, futiles. C'est des événements marquants, des événements qui ont marqué la personnalité de la personne, qui peuvent provoquer cette transformation. Et quand je dis cette transformation, ce n'est pas une transformation voulue, c'est une transformation subie. Le truc, c'est qu'en réalité, énormément de choses qui nous arrivent dans la vie mettent en évidence ce qu'il y a vraiment au fond de nous. Et dans notre manière de fonctionner et de faire, c'est à peu près comme tout sur Terre. Il y a différents degrés. Sauf qu'on ne va pas arriver et puis voir que voilà, tu es là au niveau degré style d'attachement, en relation tu es là, en telle chose tu es là. Il n'y a pas ça. Mais tout se fait par différents degrés. Donc, même si on veut, manifestation extérieure. Il y a des personnes qui sont en évitant, qui vont quand même, on aura l'impression ça leur arrive de temps en temps de ressentir certaines émotions, alors que d'autres, c'est le blackout total. Parce qu'on n'est jamais tous avec les mêmes expressions des choses qui nous arrivent. Donc, souvent, les coups très durs de la vie font remonter des mécanismes qui sont enfouis. Nos mécanismes de défense en tant qu'être humain sont là pour chacun d'entre nous. Et ce sont les événements de la vie qui vont les faire ressortir d'une manière plus ou moins forte, plus ou moins prononcée, mais nos mécanismes sont là. Il y a des grandes lignes de mécanismes que quasiment tout le monde a, mais de manière différente. Par exemple, sur une liste de mécanismes, il y en a 3-4 qui seront très prononcés chez moi et pas chez quelqu'un d'autre qui aura traversé la même situation. L'autre personne aura des mécanismes de défense différents, ou peut-être un des miens et 2 autres, un mélange différent. Mais très souvent, les événements de la vie font ressortir des choses qui sont en nous, en quelque part, aussi enfouies que cela soit. Hein. Mais c'est que l'événement a été très dur. Il a bien mis le cerveau en plein de petits morceaux pour que ce petit morceau-là sorte et soit mis en évidence. Mais très souvent, c'est parce que le mécanisme était déjà là, en quelque part. Pas aussi exprimé, il n'avait pas besoin. Jusqu'alors, il n'avait pas fait face à des situations qui nécessitaient son expression. Donc, comme on n'avait pas besoin de ce mécanisme-là, il a fait sa vie. Je ne l'ai pas sollicité. Aucun événement de ma vie ne m'a poussé à solliciter cette manière d'agir. Donc, il est resté plus ou moins dormant sans quelque part. Et quand l'événement fort arrive, il s'est réveillé. Et souvent, c'est comme ça. Souvent, très souvent, les mécanismes sont déjà là. Ils n'avaient pas de raison de s'exprimer, donc on ne les voyait pas. Mais ils étaient déjà là. Très souvent, c'est comme ça. Très, très souvent. Comment? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, s'il y a des questions de manière individuelle ou personnelle, je pourrais vous voir. Sinon, j'espère vraiment que ça a été suffisamment clair et que cela pourra aider chacun là où il est à sa place. C'est-à-dire à sa place dans sa vie, dans sa situation de vie, et permettre de comprendre que de la même manière où les choses sont compliquées pour moi, il faut comprendre que c'est aussi compliqué pour les autres. Cela ne justifie rien, mais cela permet d'aborder différemment. Je fais bien la différence, hein. Cela ne justifie pas, mais au moins ça permet d'aborder différemment et soi-même d'être un peu plus en paix en arrivant à comprendre comment nous avons fonctionné. Nous fonctionnons de manière individuelle.
Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Et puis, nous allons donc terminer, chanter, je pense, prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à Catherine Montabor pour son intervention cet après-midi. J'espère que ça vous a quand même porté beaucoup d'éléments pour notre amélioration personnelle, notre relation avec notre Dieu et surtout notre progression et notre relation avec les autres. Elle reste et demeure disponible. Donc tous ceux qui souhaitent, une fois qu'on va finir ce service, la voir d'une manière particulière, elle est disposée à pouvoir, en tous les cas, vous donner d'autres nouvelles pistes pour vos cas particuliers. Après nos luttes et nos travaux, nous laisserons se dire, oh, si ce moment-là c'était aujourd'hui, ce serait extraordinaire. Je vous invite à vous tenir debout avec moi et ensemble nous allons chanter ce chant. Et ensuite, avec Myriam, nous aurons la dernière prière. Après nos luttes et nos travaux, nous laisserons cette terre. Nos âmes se reposeront sur les rives éternelles. Mais au-delà, royaume de lumière, sommet de gloire, là-haut la nuit n'est plus. Jésus est là, il est notre sauveur. Paradis des rachetés près de la mer de cristal. Oui, ce sera le doux repos. Il n'y aura jamais plus de train dans la nouvelle cité. Mais au-delà, royaume de lumière, sommet de mar, là-haut la nuit n'est plus. Jésus est là, il est notre sauveur. Paradis des rachetés près de la mer de cristal. Inclinons-nous pour la prière. Mon Père Céleste et Tout-Puissant, nous te remercions déjà pour cette belle journée de sabbat que nous a permis de passer en ta sainte présence. Tu nous as richement bénis. Cet après-midi encore, tu nous réunis autour de ce thème, comment gérer mes relations avec les autres. Nous permet que nous puissions nous faire de ces conseils une réalité dans notre vie de chaque jour. Et pour cela, Seigneur, nous ne pourrons te demander que ton aide, parce que sans toi, nous ne pourrons faire cela, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de bénir notre sœur pour ses enseignements, de continuer à la bénir, Seigneur, et que ta paix et ta grâce nous accompagnent au nom de Jésus et pour ta grâce, ta gloire. Amen. Merci à tous. Merci Myriam. Merci à chacun de ceux qui sont intervenus cet après-midi, Audrey, Astrid. Et aussi à toi, grand merci Catherine pour ta participation, surtout ces conseils que tu nous as portés. Puisse le Seigneur continue à te bénir, à t'encourager et surtout à te conduire dans la voie qu'il a déjà tracée pour toi. À chacun de vous, une très bonne semaine à tous. Puissiez-vous vous sentir bien durant cette semaine, chargé d'énergie. Parce que demain soir, nous sommes encore là, 19h, pour ce moment de louange, d'adoration, de prière, d'intercession. Et je suis persuadé que si vous venez, vous n'allez pas regretter, vous allez sortir beaucoup plus fort, vous allez traverser la semaine. Bonne fin de sabbat à chacun de vous.
et à très bientôt. Donc elle est là, si vous souhaitez la voir, vous pouvez vous rapprocher d'elle.